l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et toi t'en penses quoi? Salut Bastien. Salut Guillaume, salut tout le monde. Salut à tous, on est très content de vous retrouver pour un épisode un peu spécial, on va dire pour deux raisons. D'abord parce que c'est un hors-série, c'est le deuxième seulement sur le podcast, et surtout parce que c'est le dernier épisode de la saison. Quelle tristesse. Et oui, on est très triste. Alors, on précise tout de suite, c'est le dernier de la saison, pas du podcast, c'est-à-dire qu'on va revenir l'année prochaine. Mais chut, leur dis pas, laisse le doute planer. Mais non, on vous le dit tout de suite, on sera là pour une saison 2. On vous en dira un peu plus, mais à la fin du podcast. Peut-être que je serai là, moi, je sais pas encore. Je vais décider pendant cet épisode. On fera des annonces à la fin, mais voilà, ça va être un épisode un peu particulier aujourd'hui, puisque vous l'avez vu dans le titre, on ne va pas parler de film, mais une nouvelle fois, on va aborder une série, une mini-série. Très mini-série, comme très la petite. première. Là aussi une série Netflix, et vous l'aurez compris, c'est une série d'animation puisqu'on va parler d'Astérix et Obélix, le combat des chefs, qui est sorti le 30 avril 2025 sur la plateforme Netflix. Quelques petites infos quand même au passage, c'est évidemment réalisé par Alain Chabat et Fabrice Joubert, faut pas l'oublier parce qu'ils sont deux à la réalisation. C'est une série de 5 épisodes d'une trentaine de minutes chacun, on a un total de 180 minutes de contenu, ce qui est quand même plutôt pas mal pour une série d'animation. C'est donc basé bien évidemment sur le matériau original qui est la bande dessinée de d'Uderzo et Goscinny. Et il faut savoir que cette série elle est sortie dans 190 pays et elle a été traduite dans 38 langues. Ce qui est quand même pas rien, et je trouve que ça dit quelque chose de la portée de la bande dessinée Astérix dans le monde, parce que c'est pas du tout un truc uniquement cantonné au pays français, même francophone, il y a quand même un écho assez large, et on n'a pas beaucoup de chiffres s'agissant de Netflix, par exemple, j'ai pas trouvé le budget, j'ai fait des recherches, mais c'est difficilement trouvable. En revanche, ce qu'on sait, c'est que la série a réuni, au moment où j'ai regardé les chiffres, donc c'était il y a grosso modo à la mi-juin, plus de 10 millions de spectateurs dans le monde, ce qui est franchement une belle performance. On peut être un peu fier quand même. Plutôt cocorico, hein, vraiment, c'est beau ça. Parce que la série a très bien marché. Alors on en a beaucoup entendu parler en France parce qu'elle est portée par Alain Chabat, et on sait qu'Alain Chabat c'est quelqu'un qui est très apprécié dans le monde du cinéma et de la télévision. Et à juste raison, hein, on l'aime beaucoup. C'est ça, et puis surtout, c'est quand même lui qui a redonné, et qui c'est peut-être le seul qui a vraiment donné ses lettres de noblesse en termes d'adaptation à Astérix, parce que depuis Mission Cléopâtre, on a quand même eu que du pas super bon. Mais évidemment, c'est-à-dire que Alain Chabat, il est lié dans l'imaginaire collectif au personnage d'Astérix avec son Mission Cléopâtre qui est sorti au début des années 2000. 2002, si je dis pas de conneries. Qui a été un carton aussi bien critique que financier. Ça a été un film qui a marqué beaucoup de spectateurs. Bon, il a quand même un tout petit bémol, c'est qu'il a été plutôt décrié par les créateurs de la bande dessinée originale qui n'avaient pas aimé cette adaptation, estimant qu'elle était trop orientée sur l'humour Canal à l'époque, et notamment l'humour de la troupe des Nuls à laquelle participait évidemment Alain Chabat. Mais en tout cas, ça a été un succès public énorme, et on sait que Alain Chabat, il a un grand amour de la bande dessinée, du dessin en général, hein. Il dessine extrêmement bien, vous pouvez trouver tout un tas d'interviews de lui, on le voit faire des dessins régulièrement, et donc il était très content de revenir sur ce projet-là. C'est quand même un projet assez XXL à l'échelle française, si on s'arrête, et on va devoir le faire quelques instants, sur le casting vocal. Il faut quand même qu'on en parle. On a un casting exceptionnel. Alors d'abord, on retrouve Alain Chabat en Astérix. Franchement, moi, je suis pas loin de penser que c'est le meilleur truc de la série. Je suis tellement content, moi, de le voir, pas seulement à la réalisation, mais de le voir incarner Astérix. Et je trouve que ça marche bien. Pourtant, il est pas tout jeune, Chabat, maintenant, il faut le dire. Enfin, je veux dire, il a son âge, quoi. Et Astérix, c'est plutôt un personnage qui a souvent été incarné par des gens qui étaient entre guillemets dans la force de l'âge. Tu parles des adaptations cinématographiques. Bien sûr, les adaptations ciné. Et du coup, moi j'étais content de retrouver un Astérix peut-être un peu plus un poil plus vieux, en tout cas dans sa manière de parler, mais un poil plus sage, un peu plus sarcastique aussi. Moi j'ai vraiment aimé ça. À ses côtés, on trouve évidemment Gilles Lelouch dans le rôle d'Obélix. Alors là, moi, tu vois, je suis extrêmement surpris, parce que c'était peut-être le seul point positif je trouve, de l'adaptation de Canet.
C'était le louche en Obélix. Je trouve qu'il faisait un taf très très bien. Physiquement, il collait pas forcément au personnage, mais en termes d'incarnation, il avait très bien compris quel était le personnage. C'est juste le physique qui collait plus. Parce qu'effectivement, dans l'imaginaire collectif, maintenant, c'est Depardieu. C'est très difficile de passer après lui, après l'incarnation qu'il a fait d'Obélix, qu'on aime ou pas l'homme. Hein. On va parler plutôt de son rôle, surtout. Mais voilà, pour la parenthèse. Mais là, en termes de casting vocal, je trouve que Lelouch, il fait une prestation qui est excellente. J'ai adoré. Je suis d'accord. On va en citer quelques autres. Laurent Lafitte en Jules César, je trouve que ça lui va comme un gant. Évidemment, Thierry Lhermitte. Moi, c'est un de mes coups de cœur aussi, très inattendu. Moi, je ne m'attendais pas à le trouver là. Quand j'ai appris que c'était lui la voix, j'ai trouvé ça génial comme idée. Oui, c'est vrai, c'est bien trouvé. Par contre, moi, j'ai un petit bémol, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à voir Panoramix. J'ai eu l'impression de voir l'ermite. C'est-à-dire que j'ai trouvé que sa voix était trop reconnaissable. Il y avait, tu vois, autant, tu vois, le Chabat, j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était lui qui faisait Astérix. Je le cherchais dans d'autres personnages, tu vois, typiquement. Là, dès qu'il a parlé, mais c'était déjà le cas avec les premiers trailers qui avaient été diffusés, quand on entendait parler Panoramique, j'étais mais c'est Thierry Lhermitte. Et effectivement, c'était Thierry Lhermitte, mais ce que je veux dire, c'est que je n'arrivais pas à voir le personnage. Ok. Ça m'a fait un peu le coup sur le premier épisode. Très vite, tu te laisses porter parce que tu sens qu'il s'éclate et qu'il le fait très bien. Mais juste, j'ai trouvé qu'au début, c'était très... c'était lui, quoi. C'était Thierry Lhermitte. J'ai vraiment pas réussi à voir Panoramix au début. Moi, j'avoue que ça m'a un peu touché parce que, comme beaucoup de gens, je me suis plongé un peu dans l'univers du Splendide en fin d'année dernière en lisant le bouquin qu'ils ont sorti, qu'ils ont écrit les uns et les autres, les membres du Splendide. Je vous conseille de le lire. C'est un bouquin qui est vraiment génial. Je ne sais pas quoi m'offrir à mon anniversaire. Je ne l'ai toujours pas acheté. Ben, voilà, c'est noté. Non, vraiment, c'est un bouquin qui est chouette. Et c'est vrai que Thierry Lhermitte, ces dernières années, on le voit... forcément, comme tous les membres de ces troupes-là, on le voit vieillir et on le voit là pour la première fois dans un rôle de vieux sage parce que c'est ce qu'est Panoramix. En plus, là, il est clairement montré très vieux d'un point de vue purement esthétique, j'entends dans la bande dessinée et dans la série. Et moi, j'ai vraiment apprécié de le trouver à cet endroit-là que je ne l'avais pas encore vu incarner dans sa filmographie. Surtout que c'est quand même d'abord un acteur beaucoup de comédie, Thierry Lhermitte, et là évidemment il est drôle mais pas seulement, et j'ai vraiment trouvé que ça lui allait très très bien. Bon, on reviendra un peu en détail sur le casting. Il y en a d'autres: Géraldine Nakache, Grégory Gadebois, Jean-Pascal Zadi, et évidemment on reparlera de Jérôme Commandeur parce que c'est de loin le meilleur personnage de cette série pour moi. Voilà, quelques infos quand même avant de te demander ce que tu en as pensé, mais il faut quand même voir, je disais, c'est un gros projet. Il y a 5 ans de production derrière. Ouais. Alors, c'est souvent le cas sur les projets d'animation parce que c'est long à mettre en place. Alain Chabat a souvent dit en interview qu'il rêvait de faire de l'animation. Et donc, revenir sur Astérix, pour lui, c'était une opportunité encore plus géniale parce qu'il adore le personnage, mais il a toujours voulu travailler là-dessus. Je l'ai très souvent entendu dire qu'il était... fasciné par les Spider-Man, les Spider-Verse, et je trouve qu'on le voit vraiment dans ce qu'il a proposé. Carrément. Et c'est vrai qu'il a su s'emparer de ces codes-là et les intégrer à un matériau de base qui s'y prêtait pas forcément. Moi, on va y venir, mais je trouve qu'une des forces de la série, c'est qu'elle est très moderne. Ce qui est quand même pas évident avec le matériel qu'est Astérix, qui est quand même assez... Mais moi, j'adore ça, les BD Astérix, mais c'est quand même très ancré dans son époque, et je trouve qu'il a réussi à en faire un truc moderne, dynamique et qui touche un public extrêmement large. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Préciser aussi que toute la série a été faite en France et que c'était une volonté de Netflix au départ. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Chabat en interview. Et puis voilà, ils se sont beaucoup, beaucoup amusés. Ils ont calqué le design des personnages sur le style années 60-70 du Derzo. Donc c'est plutôt des choses assez anciennes, parce qu'il y a eu d'autres Astérix plus tard, mais ils sont restés vraiment sur un ancrage assez, j'allais dire, traditionnel. Et moi, je trouve que ça se voit, notamment dans les personnages. Alors, pas tant Astérix Obélix, mais par exemple, Panoramix, je trouve qu'il a vraiment cette tête-là. Je trouve que César, c'est exactement le César que moi, je voyais dans les 12 travaux d'Astérix quand j'étais gamin dans la cassette. C'est le même personnage au millimètre près, sauf qu'il est en 3D, quoi. Et moi, j'ai bien aimé ce truc-là. Et puis voilà, c'est vraiment un truc qui fonctionne, moi j'ai trouvé, et on sent qu'il y a eu vraiment, vraiment de la bonne volonté et que ça a été fait avec de l'amour par ceux qui ont fait ce produit-là. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé? Que ça t'a plu? Oui, c'est difficile de ne pas apprécier quand tu es familier de l'univers des nuls, leur humour, et surtout celui de Chabat et ce qu'il avait présenté déjà alors dans ses différents films, mais
Donc voilà, principalement dans Mission Cléopâtre, hein, qui est encore aujourd'hui un des plus gros succès français. Et écoute, moi j'ai vraiment aimé, je me suis beaucoup marré, faut dire les choses, parce que au-delà de l'humour, c'est des références à tout va. C'est-à-dire que même quand tu as juste 2 personnages qui parlent, qui sont eux-mêmes des références avec leur prénom, derrière tu as un truc, et c'est une référence aussi, et c'est un jeu de mots, et c'est une connerie. Et en fait, tu sais pas où regarder tellement il y a de choses. C'est scène par scène, mais c'est trop bien. Moi, je trouve ça génial. Donc voilà. J'ai aussi beaucoup aimé quelque chose, on pourra y revenir un peu dans le détail, mais c'est que c'est le combat des chefs. Donc déjà, moi, c'est un film d'animation déjà et une bande dessinée d'Astérix que j'adore. Et surtout, en fait, c'est que le premier épisode s'appuie sur un hors-série de la bande dessinée que j'ai beaucoup lu, qui est donc comment Obélix est tombé dans la potion magique. Et je m'y attendais tellement pas. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. C'est très bien adapté, c'est très bien modernisé. J'ai adoré effectivement le style graphique. Je trouve que c'est une évolution parfaite de ce qu'avait fait Astier sur le domaine des dieux et le secret de la potion magique. Le secret de la potion magique, merci. Donc non, c'était un visionnage. En plus, c'est un visionnage qui est très court, c'est-à-dire que tu as 11 minutes à chaque fois de générique quasiment. Donc c'est-à-dire que l'épisode générique compris dure 35 à 40 minutes, allez, 35 minutes, mais en réalité, tu as 25 minutes d'épisode. Ça se regarde très rapidement. Ce que je disais, il y a 180 minutes de produit final. Oui, voilà. C'est 3 heures. Franchement, ça se regarde très très vite. On l'a regardé en une après-midi, hein, pour tout te dire. Clairement. Voilà. Donc, moi aussi. Voilà. Donc non, c'est très très bien. Effectivement, tu l'as dit, Chabat en Astérix, ça passe très bien. Parce que c'est vrai que dans l'adaptation animée d'Astérix, hors le domaine des dieux et le secret de la potion magique, parce que je sais plus si c'est lui, il faudrait que je vérifie. Mais voilà, les films d'animation de notre enfance, c'est Carrel. C'est le duo Roger Carrel, Jacques Morel pour Obélix. Et t'es en mode... comment tu veux passer derrière ces patrons, en fait, tu vois. Et il le fait plutôt bien. Je vais être honnête, ça m'aurait fait vraiment plaisir d'avoir Clavier qui redouble le personnage. Parce que même s'il en fait des caisses et que c'était peut-être une critique qu'on pouvait dire, alors, et dans Mission Cléopâtre, mais aussi dans les autres films où il le joue, c'est de dire tu vois pas Astérix, tu vois Clavier qui fait Astérix. Je l'entends, mais moi je trouve que c'est le Astérix avec lequel j'ai grandi. On parle beaucoup de Mission Cléopâtre, mais moi tu vois Astérix contre César, Astérix Obélix contre César, déjà c'est mon premier jeu PS1, donc forcément j'ai un petit affect, hein. J'ai jamais réussi à passer la bataille de poissons. C'était que des mini-jeux, mais alors la bataille de poissons elle m'a cassé, voilà. Et si vous avez moins de 30 ans, malheureusement, vous n'avez pas du tout. Et allez, vas-y, casse-moi la tronche, t'as raison. Bon, c'est pas grave. Moi, je dis, c'est un jeu, vous devriez le redécouvrir. Il est exceptionnel. Non, je rigole, c'est de la merde. Mais qu'est-ce que j'y ai joué. Et donc, tout ça pour dire que je trouve que c'est une très bonne adaptation. J'ai beaucoup aimé, effectivement, les clins d'œil à l'animation des 2 derniers Spider-Man de Sony. En termes d'animation, ça passe très, très bien. Comme tu l'as dit, voilà, ça modernise vraiment le personnage, parce que c'est un personnage qui date des années 60, hein, si je dis pas de conneries. Donc on est quand même sur un vieux monsieur, un vieux Gaulois, hein, maintenant. Et non, ça passe très bien. Et alors, c'est là que tu vois la force de l'animation, c'est qu'ils arrivent à moderniser le personnage sans en faire des caisses. Et ça, c'est beau. Parce que je veux pas trop en parler, mais le dernier Astérix en date au cinéma, c'est celui de Canet. Bon, ils le modernisent, mais ils prennent tous les points les plus... Alors, encore une fois, je jette pas la pierre. Hein. Je pense que c'est une histoire de studio avant tout, pour ce film-là, puisque lui-même ne voulait pas jouer Astérix à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que la modernisation n'était pas faite de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on prenait vraiment les choses les plus discutables à notre époque et on les intégrait dans Astérix, et ça passait pas. Je veux dire, Astérix qui veut devenir végétarien, non. Ça, je suis désolé, je peux pas l'entendre. Donc... Pour le coup, moi, j'avoue humblement, je n'ai pas vu les 2 derniers live action, c'est-à-dire celui à Londres et celui-ci de Canet. Je les ai pas vus du tout. J'ai pas du tout eu envie de les voir. C'est pas grave. Je sais même pas si j'ai vu Astérix et les Jeux Olympiques en entier, pour te dire. Ah bah, ça, a priori, on me pardonnera. Il y a Alexandre dedans. Mais oui, c'est très étonnant. C'est pas suffisant. Il y a Michael Schumacher aussi, tu vois, ça pourrait me donner envie, mais c'est pas suffisant. Et puis il y a Zinedine Zidane aussi, c'est vrai. Zinedine, donc ça, voilà. S'il y a Dieu, on peut regarder. Non, mais franchement, j'avoue que moi, les films Astérix en live action, en dehors de celui de Chabat qui est très drôle, mais en fait celui de Chabat, il est quelque part, je comprends un petit peu ce qu'a voulu dire à l'époque. Je crois que c'est Uderzo qui avait dit qu'il avait pas trop accroché à l'humour et que c'était trop axé sur ça et que ça collait pas vraiment à ce qu'était Astérix.
Et je comprends un peu ce qu'il a voulu dire parce que c'est un très 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 bon film, c'est une très très bonne comédie, mais c'est vrai que le personnage d'Astérix et Obélix, il fonctionne dans cet univers-là, mais ils sont pas très proches de ce qu'ils sont dans la bande dessinée. Mais pour le coup, j'ai fait partie des gens qui ont adoré ce truc-là. Bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu trop envie de voir des films Astérix au cinéma. Par contre, en film d'animation, on en a parlé. Moi, j'ai parlé des 12 travaux, qui est celui qui me vient spontanément en tête. Mais on en a vu plein quand on était gosse. Et ça, c'était génial. Oui, il y a eu les adaptations. Il y a eu Astérix le Gaulois. Tu as eu évidemment, on parlait de Mission Cléopâtre Mais en bien live sûr. action, mais tu as eu Astérix contre Cléopâtre, qui est peut-être évidemment. encore à ce jour la meilleure adaptation animée de la bande Ouais, dessinée. c'est vraiment chouette. Moi, les 12 travaux, pour moi, il est tout en haut parce que il m'a beaucoup marqué. Oui. Peut-être qu'on l'a plus vu aussi. Je pense que j'ai des souvenirs de vacances de Noël où M6, on avait toute la journée C'était les Astérix. souvent, oui, et c'était un bonheur. Ouais, enfin, je veux génial. dire. Et c'est vrai que pour moi, Astérix, c'est ça. Et j'avais adoré les adaptations d'Astier. Je les avais trouvées très bien, mais très classiques. Pour le coup, j'avais même plutôt aimé ça et souligné ça à l'époque. Je me souviens qu'on en a parlé tous les deux quand c'est sorti. Que justement il y avait un vrai respect, c'était presque du case à case. Oui. Là où je trouve que Chabat, il est venu apporter vraiment de la modernité, il a pris des trucs à droite. Enfin, je veux dire, il y a des séquences. Oui, c'est un vent de fraîcheur. Hallucinante. Enfin, on va y vraiment. venir un peu, mais c'est je t'ai mangé un peu la parole, mais je te rejoins là-dessus sur le côté. Il est venu apporter un truc, quoi. Et on s'ennuie pas, on passe un super moment, ça se regarde. C'est impossible de s'arrêter, franchement, quand on a commencé. Non, ça s'enchaîne tellement vite, bien, c'est rythmé, tu te fais pas chier une seule seconde. Il n'y a pas de temps mort et ça s'arrête pas. T'as l'impression que en fait ce que tu regardes, c'est sous potion magique, quoi. C'est-à-dire, ils sont tellement speed, ça va trop vite, ça va dans tous les sens et c'est très cool. Ouais, c'est vraiment chouette. Mais du coup, voilà, donc moi, c'est ça que j'en ai pensé. Du coup, j'allais te demander, mais tu l'as un peu dit. Aussi, non, mais t'en as pensé. En fait, on a un peu le même avis là-dessus. Après, voilà, franchement, on voudrait dire du mal de Chabat, qu'on aurait quand même du mal à le faire parce que c'est difficile. Il a pas raté grand-chose. Puis même dans ses rôles sérieux, hein, tu regardes l'amour. Mais tout à fait. On en parlera. Le serrer dans tes bras, quoi. Voilà. On en parlera de l'amour. Un jour, c'est promis. Aux auditeurs, je suis la promesse parce que lui, il veut pas du tout faire ce film. Non, c'est pas que je veux pas le faire, c'est juste que le film est long. Dites-le en commentaire que vous voulez voir ce film. Mais que j'ai plein de choses à dire sur le film. Enfin, je pense avoir certaines choses à dire et je pense que pour le coup, on doit avoir un avis qui est très différent. Je pense, oui. Et voilà. Mais bon, bref, ça, on y reviendra si seulement on fait mise à prix. Donc, là, pour le coup, il n'y aura pas grand-chose à dire, mais c'est pas grave, on l'aura fait. Non, mais bon, plus sérieusement, moi, je voulais juste rajouter, tu parlais du casting vocal, je sais plus si tu l'as dit, mais tu as parlé juste du charisme et surtout de l'adaptation en termes de 3D du personnage de César. J'ai absolument adoré l'incarnation de Laurent Lafitte. Je le trouve incroyable. Je l'ai juste cité, mais on n'a pas développé, on y reviendra, mais il est excellent. Pareil, j'ai pas cité Anaïs de Moustier qui fait Metadata, mais son personnage est vraiment, vraiment cool et elle joue très, très bien. Et gros cœur sur Géraldine Nakache. Moi je l'adore en Bonne Mine. Je trouve qu'elle fait très jeune par rapport à la gueule de Bonne Mine, mais c'est amoureux de... Elle est vraiment trop drôle. Moi j'ai adoré Géraldine Nakache et j'étais très contente qu'elle ait une place aussi importante et que ce personnage là est vraiment je trouve que ça lui va à la perfection. C'est-à-dire que vraiment c'est un personnage qui est un peu grande gueule y compris dans la bande dessinée originale, et la voir là, elle le faire, je trouve que ça marche à mourir de rire. Elle m'a fait beaucoup penser à la Duchesse d'Aquitaine dans Kaamelott. Pour moi c'est un peu le même perso, c'est-à-dire c'est elle qui dirige et tout, et c'est vraiment génial. C'est vrai. C'est vrai que c'est assez marrant parce qu'en plus le duc d'Aquitaine c'est Chabat, donc mais totalement la boucle est bouclée. Et juste après on va rentrer un peu dans les épisodes, mais moi je rebondis sur un truc. C'est vrai que toi tu dis et ce que je comprends entre guillemets regretter qu'on n'ait pas retrouvé Clavier. Moi pour le coup j'étais plutôt content, alors pas que ça soit Chabat évidemment, mais c'est pas un regret, hein, non mais pour reprendre ce que tu disais, moi c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à ça quand j'ai regardé le truc, parce que encore une fois je trouve que Clavier ce qui marchait dans Astérix, c'est que, enfin dans ceux qu'il a joué, c'est qu'il l'incarnait y compris physiquement. Et que Clavier, il a aussi dans sa palette d'acteurs, moi j'aime beaucoup sa gestuelle, je trouve que ça fonctionne. Ouais. Et là, je trouve que Chabat, et c'est pas nouveau, Chabat, pour moi, un des premiers trucs auxquels je pense quand j'entends le nom d'un Chabat, c'est avez-vous déjà vu ? J'en étais sûr que tu allais en parler, mais c'était sûr. Mais je trouve que Chabat, il a ce talent que n'ont pas tous les comédiens. Alors ici, le casting vocal, il y en a beaucoup qui l'ont, mais d'être capable d'être extrêmement drôle devant une caméra, mais juste avec sa voix. Et je pense que Clavier,
même s'il me fait beaucoup rire, et notamment si vous aimez écouter des interviews, écoutez les interviews de Christian Clavier ces dernières années, c'est à mourir de rire tellement le gars s'en fout à un degré absolu, et il est absolument odieux, mais c'est à mourir de rire. Et je trouve qu'il est... En fait, Clavier, c'est devenu un personnage. Et moi, pour le coup, j'aurais eu, peut-être ce que tu as ressenti avec Thierry Lhermitte, j'aurais eu l'impression d'entendre Clavier. Et là, j'étais content de voir Astérix parce que j'ai l'impression, et c'est un des trucs qui m'a plu, d'avoir vu un Astérix vraiment différent de tous ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Je trouve qu'il a un côté, voilà, je l'ai dit, un peu plus sage, même quand il est jeune et tout. J'ai bien aimé cette approche-là du personnage et je trouve que c'était bien qu'on ait une voix, entre guillemets, nouvelle pour l'incarner. Ok, ouais, non, j'entends. Moi, c'est peut-être l'affect nostalgique, et puis parce que c'est vrai que tu vois, moi, tu parlais du livre du Splendide qu'effectivement tu vas m'offrir, mais Putain, c'est beau quand même. Mais plus sérieusement, non, tu parlais de ça, mais moi c'est vrai que j'ai beaucoup grandi avec Les Bronzés. Le Père Noël est une ordure. Bon, et pourtant c'est des films de la génération de nos parents en plus. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, même si je jouais pas Astérix, tu vois, j'aurais bien aimé qu'ils reviennent juste pour en termes de clin d'œil, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui reviennent doubler en termes de clin d'œil. On parlera de Jamel tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Mais voilà. Et non, par contre, désolé pour le micro, non, du coup, je voulais dire autre chose, c'est que tu parlais du style graphique des personnages, et c'est vrai que pour Panoramix, il y a un truc que j'ai adoré, que j'ai pas retrouvé trop chez les autres personnages, c'est ses yeux. Oui. Il a des yeux qui sont presque pas en 3D, c'est très étrange. Il y a beaucoup de scènes où, comme parce que bon, quand Guillaume va rentrer dans le déroulé, on va vous expliquer un peu de quoi parle, mais bon, je pense quand même que vous savez un peu de quoi parle le combat des chefs de toute façon, de manière générale. Mais quand Panoramix c'est un peu foufou, il a vraiment des yeux de Looney Tunes, et là t'as vraiment un style BD qui ressort juste au niveau des yeux, et j'ai trouvé qu'il y avait que ça avec ce personnage, et j'ai trouvé ça vachement cool. Non, je te rejoins, c'est vraiment... ça va être un échange d'anecdotes et de... Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, ça va être que ça, cet épisode, préparez-vous, mais on est heureux de le faire. Alors, bon, on va essayer de balayer un peu les 5 épisodes, on va pas faire un déroulé hyper précis, mais voilà, donc le premier épisode nous place dans ce qui est le cas typique de chaque album d'Astérix, c'est-à-dire une légion romaine qui essaye de rentrer dans le village. Ça commence à peu près toujours pareil, sauf que là, au moment de rentrer dans le village, on va avoir droit à un flashback. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Et on revient en 78 avant Jésus-Christ. Et nous allons avoir la joie de découvrir les personnages qu'on connaît, jeunes. On va voir Astérix enfant, on va voir Obélix enfant, on va voir les parents d'Obélix. Moi, j'étais trop content. En petit clin d'œil, parce que c'est des personnages qui ont été créés dans les dernières bandes dessinées, si je te dis pas de bêtises. Mais ça, moi, j'étais content, j'ai trouvé ça chouette. C'est vraiment très agréable de les voir, juste. Et on voit finalement tous ceux qu'on connaît. Assurance Tourix. Abra Accourci. Abra Accourci. Enfin, on les voit tous plus jeunes, et pour le coup, c'est vraiment chouette. Là, tu parlais de nostalgie, t'es content de les voir. Et oui, dire, bien sûr. Putain, ils sont là depuis longtemps. Nous, on les a toujours, on les a en tête à l'âge qu'ils ont dans la BD, mais bah, là, on les voit plus jeunes. On voit Astérix qui est déjà... on sent que c'est le mec un peu, j'allais dire, le plus malin du groupe, si j'ose dire. Obélix, là, on va mettre en place un truc un peu nouveau, c'est que en fait, il a peur de prendre la parole devant les gens. Et moi, j'ai vraiment aimé ce truc-là, cette idée, comme tu l'as dit, d'aller intégrer ce truc qui n'est pas dans le combat des chefs au départ. Non, c'est vraiment un album hors série. Hein. Si je dis pas de conneries, il n'est pas dans la continuité officielle, je dirais, mais il est hors série. Et donc, on va avoir un truc un petit peu mélancolique, où on les voit plus jeunes. Et en fait, ça va se tourner sur l'enfance. On a notamment, donc on l'a dit, le personnage d'Obélix. On nous montre que c'est un personnage qui est un peu moqué parce qu'il a du mal en public. On voit déjà que, même petit, il a quand même un physique un petit peu plus disgracieux que Astérix. Et bon, voilà, on va dire qu'entre guillemets, entre gros guillemets, et je vais rejoindre un truc que tu as dit au début, là aussi, c'est quand même des thématiques assez... j'allais dire générationnel à nous, en tout cas à notre époque. Parler par exemple de harcèlement, c'est pas du tout le rôle d'une BD comme Astérix, en tout cas à son époque. Et là c'est bien fait parce que c'est subtil, c'est-à-dire que on nous montre pas que oh là là c'est pas fait avec des gros sabots. Non, c'est juste il a du mal à parler, on voit qu'il est un peu honteux, qu'il est pas à l'aise, machin. Mais je trouve que c'est vraiment bien parce que ça modernise le truc, mais ça le fait bien. Et en fait oui, et je pense que ce qui participe à cette impression, c'est que il a réussi à mettre Astérix et à adapter des sujets actuels dans cette adaptation d'Astérix, en fait, oui, mais d'une manière comme si c'était normal. C'est-à-dire qu'en fait, il prend pas le spectateur pour des cons. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'en fait, il sait que c'est des sujets qui sont très importants aujourd'hui. Et en fait, il part du principe que, mais de toute façon, tout le monde connaît, en fait. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est que le harcèlement. J'ai pas besoin d'en faire des caisses.
Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin de dire, de pointer du doigt. Regardez, là, je suis en train de dénoncer ça quand même, tu vois. Non, il dit, voilà, je vais le faire de la manière que je sais faire. Je vous prends pas pour des cons, vous savez ce que c'est. J'ai pas besoin de vous prendre par la main. Et du coup, voilà. Et je pense que c'est pour ça que ça passe très très bien et que là, on voit quand c'est bien fait. C'est parce qu'effectivement, on laisse le spectateur. On lui surexplique pas, on surexpose pas, on le prend pas pour un con. Voilà, tout ça, encore une fois. Non, mais t'as raison. Et puis, comme on est dans une comédie, on accentue certains trucs sous le trait de la comédie, ce qui du coup a pour effet très vite de ceux qui sont un peu entre guillemets méchants, ils passent vite pour des idiots. Donc en fait, ça c'est fait, tu l'as dit, de manière intelligente. On prend pas le spectateur trop par la main. On lui dit, en fait, on dit pas au spectateur ce qu'il doit penser. On fait de la mise en scène pour que le spectateur il aille dans le sens qu'on veut. Et c'est là-dessus, Alain Chabat, il a toujours été très fort. C'est compliqué de faire de la comédie. Je crois que tous ceux qui font du cinéma le disent, c'est sans doute le truc le plus dur à faire. Lui, il a ce génie-là, on peut le dire, parce qu'il sait parfaitement illustrer des idées dans la mise en scène, dans l'écriture et dans ce qu'il montre à l'image sans en rajouter. Il n'a pas besoin de mettre de sous-titres. Il n'a pas besoin d'artifice, en fait. Il est très honnête dans sa démarche. Exactement. Donc du coup, on voit un petit peu cette enfance, on voit le village quand ils sont plus jeunes, c'est assez sympa. Et on a un premier élément, c'est qu'un enfant d'un autre village qui s'appelle A plus Bégalix. J'ai eu du mal à comprendre le jeu de mots alors que c'est un personnage de la BD. Quoi. Oui, mais moi aussi j'ai mis du temps. Il a fallu que je l'écrive pour le comprendre. Donc A plus Bégalix qui est un enfant d'un autre village qui vient passer en gros une espèce de vacances. Pour le calmer, oui, ses parents lui disent ouais, là il fout un peu trop le bordel, on va vous l'amener. Donc du coup il arrive dans le village et quand il arrive on comprend, et là aussi dans la mise en scène très vite, que lui il est méchant. C'est-à-dire il est vraiment en fait il a une gueule mais c'est ça. affreuse. Hein. Et puis il y a le thème musical quand il arrive, il se retourne presque un peu au ralenti et tout. Il y a vraiment des effets de mise en scène qui sont assez gaguesques. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses dans l'image au premier plan mais aussi beaucoup de choses en second plan. Moi, clairement, ça m'a fait penser au film des frères Zaz. Et je sais que... Des frères quoi, des frères Zaz, ceux qu'on fait les Y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. Ah, pardon, excuse-moi. Pour moi, il y a vraiment cette référence-là. Et ce qui me fait penser ça d'autant plus fort, c'est que Farrugia a souvent dit que ça a été sa première inspiration et que quand il a vu ces films-là, c'est ce qui lui a donné envie d'aller voir Canal+, en disant « Les mecs, nous aussi, on veut faire ça, laissez-nous faire ». Et je pense que Chabat, il a baigné là-dedans. Et vraiment, j'ai en tête plein de séquences, notamment à la fin, quand ils sont dans la fête foraine, où en arrière-plan, il se passe des trucs invraisemblables avec des gens qui font des conneries à droite à gauche. Et ça, on le voit dès le début. Et donc là, il y a ce gamin qui arrive, et en gros, il menace, entre guillemets, Astérix Obélix. Et parce que on comprend que c'est pas la première fois qu'il les rencontre et qu'il est habitué de les terroriser, en fait. Hein. Et donc, il leur dit, voilà les gars, si vous voulez pas vous en prendre une, grosso modo, je vous donne un défi, il va falloir voler la serpe d'or de Panoramix. Donc on rappelle, la serpe d'or, c'est le truc avec lequel il va cueillir tout ce dont il a besoin pour faire ses potions. Et on comprend que Panoramix, lui, il travaille justement, il essaye de mettre au point une espèce de... pas de potion, mais on sent que... Si, c'est dit, hein, il essaye de mettre au point une potion de force, en fait. Je crois exactement, il parle pas de potion magique à ce moment-là. Il dit une potion de force, justement, parce qu'il dit, là, les Romains, ils sont en train d'un peu tout prendre chez nous. Et, voilà. Et là aussi, c'est du génie. Et on a l'ancien chef du village, incarné par un Darmon. Darmon, et qui dit non, mais là, attends, les Romains, César, on n'en parlera plus dans 2 ans. et là aussi, c'est subtil, mais ça fait aussi écho à notre ère, c'est-à-dire le truc de, entre guillemets, de la désinformation, de non, mais là, ça, il faut y croire, ça, il faut pas y croire. Il lui dit d'ailleurs, attends, ça, c'est des infos, on n'est pas sûr que ça soit vrai et tout. Ça aussi, c'est génial parce que c'est fait de manière subtile, et tu l'as dit, là, c'est servi par Darmon en plus, donc voilà, forcément, ça marche. Voilà, le nom du personnage, hein, c'est Tout est au beau fixe. Non, mais voilà, c'est-à-dire que jusqu'au bout, quoi. C'est jusqu'au bout. Et puis, ça, je pense qu'effectivement, ça traduit aussi une réalité historique, hein, c'est-à-dire que... Totalement. Que la Gaule aurait jamais pensé à l'époque se faire manger comme ça. Hein. Exactement. Et encore une fois, c'est un truc qui marche parce que c'est drôle, parce que c'est bien servi, parce que c'est bien écrit. On n'a pas parlé de l'écriture. Bien sûr. C'est extrêmement bien écrit. C'est très bien écrit. Puis effectivement, on le dira jamais assez, mais là, pour le coup, il y a vraiment ce côté où on dirait un album d'Astérix qui prend forme devant vous, même jusqu'au dialogue, jusqu'à ce que ça raconte et de comment ça le raconte. Je suis d'accord. Donc du coup, on voit, donc il leur donne ce défi. Donc le soir, pendant le banquet, ils décident, les gamins, d'aller dans la hutte de, enfin, je sais pas comment on appelle ça, la hutte de Panoramix, pour aller lui voler sa serpe d'or. Donc ils cherchent. Évidemment, ils ont du mal à trouver. Et le problème, c'est que Panoramix, à un moment, il est obligé de revenir dans sa hutte. Ouais. Et donc, quand il rentre dans sa hutte, c'est panique à bord, et donc chacun se cache. Et on a donc
Astérix qui se cache dans un coin et Obélix, lui, il se cache au-dessus de la marmite. En fait, il monte dans le conduit où il y a la louche qu'utilise En fait, Panoramix, me semble-t-il. En fait, la marmite, elle est sur le feu de Elle la est sur un cheminée, crochet, ouais. et en fait, elle est sur un crochet, comme c'était le cas en fait pour suspendre la marmite pour pas qu'elle touche le feu directement. Et en fait, il grimpe à ce crochet-là. Et donc, du coup, il arrive et là, on sait très bien ce qui va arriver. Enfin, je veux dire, on l'anticipe et donc il s'accroche et au fur et à mesure, l'autre, il met du temps, il cherche un certain nombre de choses, donc il reste un certain temps. Astérix, il a réussi à récupérer la serpe d'or juste avant, mais il n'a pas eu le temps de sortir. Et au fur et à mesure, c'est à mourir de rire parce qu'on voit Obélix qui glisse petit à petit. Mais ça, c'est génial parce que t'as vraiment le truc. Il manque que le bruitage, tu sais, le truc qui couille. Voilà, exactement. Absolument. Et donc finalement, doit arriver ce qui arrive et Obélix tombe dans la potion. Alors la potion qu'il avait changée à ce moment-là puisqu'il avait rajouté 2 ingrédients. Alors 3 même. Parce que en fait, on rappelle que oui. on l'a pas dit, mais 3, juste avant, voilà, Astérix lui offre un trèfle à 4 feuilles pour son anniversaire. Voilà, et au moment où il tombe, en fait, il fait tomber un peu. On se rend pas bien, on fait pas trop attention, mais en fait, il met des trucs dans la potion avant. Alors il y en a, je crois qu'il y en a, il le fait tomber, et l'autre il le met volontairement dedans. Et donc bon, grosso modo, voilà. Grosso modo, il rajoute des trucs parce qu'il goûte la potion une première fois, et il dit et on n'y ça prête manque de quelque chose. pas attention, mais ça reviendra après. Donc évidemment c'est un peu panique à bord parce que à la suite de ça, lui quand il tombe dans la potion, il y a une espèce de lumière qui traverse l'intégralité de la pièce et même du village, quoi. Oui, je crois que ça sort par la cheminée. Exactement, c'est comme s'il y avait une énorme explosion. Donc il sort de là, il est un peu groggy et donc finalement il se réveille et il dit j'ai faim, et là donc ils vont lui servir un repas. Très, très et là bien. pour le coup moi ça m'a vraiment fait penser à des trucs des 12 travaux, c'est-à-dire que dans les 12 travaux il y a le truc où il doit manger tous les plats de la cuisine. Tu te rappelles de ça? Il va dans un restaurant oui. Et et là c'est pareil, ils lui servent et il regarde, il fait il a de l'appétit. Il a de l'appétit ce gamin. Ça continue. Et il mange Et en fait il a tout mangé. Et à la fin il dit qu'il a encore faim. Oui, c'est ça. J'ai un petit creux. Donc ça c'est vraiment chouette parce que du coup t'as ce moment, encore une fois, on te montre que le personnage il est, voilà d'où il vient, voilà pourquoi il bouffe tout le temps, et voilà comment il est tombé dans la marmite. Et là il y a un truc, c'est un tout petit truc, mais moi ça m'a fait hurler de rire, et ça c'est vraiment les nuls. Il y a en plein milieu de la scène du repas, il y a un panneau noir avec un texte avec une voix off de Chabat qui dit attention, image sensible, parce qu'en gros ils vont manger des sangliers. Absolument. Et ça c'est pareil, ça c'est tellement les nuls. C'est ce qu'il avait déjà fait dans la cité de Cléopâtre et dans la cité de la peur. Enfin voilà, avec la Mégane. Et c'est non. Alors il y a ça, il y a la pub pour la safrane, mais il y a surtout le panneau avec pour d'évidentes raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Oui, absolument. Et dans Mission Cléopâtre, c'est devant la violence de cette scène quand Obélix va attaquer les Romains. On va vous parler des écrevisses. Ouais, voilà, ça n'a aucun sens. Et ça c'est vraiment très drôle. Donc finalement il sort de ce truc et il se rend compte qu'il a l'air d'avoir de la force, parce qu'à un moment il va jeter un truc avec une boule de neige sur Astérix. Et là, donc du coup, il teste une première, une deuxième, une troisième, puis après, il teste un caillou, 2 cailloux, et puis il va attraper quoi? Le menhir. Le menhir. Et donc là, ça va être la première fois. Et d'ailleurs, il va mettre un menhir entre 2 autres. Donc en fait, au lieu d'avoir les menhirs posés les uns à côté des autres, ça fait comme un espèce de rectangle, quoi. Dolmen. Un dolmen. Et donc du coup, il dit bon, on dira que c'était déjà là, que c'était les dieux qui l'ont mis là. Absolument. Et encore une fois, c'est que des trucs comme ça, mais c'est vraiment drôle. Et puis pendant ce temps-là, le Panoramix essaye de comprendre comment il a fait ça, parce qu'ils comprennent qu'il a de la force. Alors, ils lui font tester, ils lui font porter des trucs et tout pour tester qu'il a de la force. Alors si je dis pas de conneries, c'est du détail, excuse-moi, mais en gros, il se rend compte donc de sa force en lançant la boule de neige qui traverse les toits de toutes les huttes. Ouais. Et en fait, je sais pas si c'est à ce moment-là que Panoramix et les autres s'en rendent compte, parce qu'il est que avec Astérix. Et ils s'enfuient tous les deux. Et Astérix, en fait, lui dit tiens, voilà les cailloux, ce que t'as dit, le menhir, finalement. Et en fait, là, il retrouve A plus Bégalix, qui va les voir et les confronter. Et là, du coup, t'as Astérix qui regarde Obélix et Obélix qui regarde Astérix, qui dit non, mais je vais lui répondre, hein, t'inquiète pas. Et genre, il faut pas lui dire. Il lui fout une patate ou je sais pas. Il fait une claque et l'autre s'envole. L'autre s'envole en perdant une dent et il arrive au pied de Panoramix ou quelque chose comme ça, si je dis pas de conneries. Et c'est là qu'ils s'en rendent compte. Et donc, du coup, il s'agit de retrouver la potion magique. Et là, on a le jeu de mots. Jeu de mots de la série. Je m'y attendais tellement pas. Mais moi, je me l'étais fait spoil, mais moi, je m'y attendais pas à ce moment-là. Hurlé de rire. Donc, vous imaginez qu'il y a la potion, il y a Panoramix qui est avec Obélix et Astérix, et il dit t'es sûr que t'as pas rajouté des ingrédients? Et il dit si j'ai rajouté, il dit une crevette au début. Ouais.
Et donc, il dit une crevette comme ça, non, plus grande. Et donc, en fait, il met des fruits de mer de plus en plus grands. Et en fait, c'est pas une crevette, c'est un homard. Un homard, il dit ça, c'est pas un... Et il dit, ok, et t'as mis autre chose? Oui, j'ai aussi mis des fraises. Et l'autre, il dit, des fraises? Ok, alors homard et fraises. Et là, vraiment, t'as le truc... Enfin, c'est tellement con. Tellement con, mais putain, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien trouvé. C'est génial. Et puis là, heureusement, il se souvient qu'il a aussi mis le trèfle à 4 feuilles. Il avait le trèfle à 4 feuilles sur lui, ouais. Et donc, du coup, ça permet de faire la potion magique. Donc là, il la met en place. Et évidemment, lui, Panoramix, il prend le truc très au sérieux. On a réussi, on va pouvoir faire des grandes choses. Et la seconde d'après, on les voit dans le village en train de se marafent tous la gueule pour prendre la potion. Et évidemment, ils prennent la potion, ils font n'importe quoi avec. Ils déterrent des arbres, ils se jettent des trucs dans la gueule et tout. Et franchement, c'est super drôle. Et du coup, Panoramix les regarde, il est outré, il dit bon, maintenant ça suffit. La potion, elle est que quand on en aura besoin. Il la rentre dans la hutte. Et quand il ressort, on revient au présent, si j'ose dire. Et là, on découvre pour la première fois Astérix et Obélix qui sont tels qu'on les connaît là. Astérix boit la potion. Obélix, on lui refuse parce qu'il en a bu étant petit. Et donc là, on comprend qu'ils vont aller défendre une nouvelle fois le village, puisque, je le rappelle, au début de l'épisode 1, il y avait des légionnaires devant. Et c'est comme ça que se finit le premier épisode. Oui, alors si je dis pas de conneries, l'intro de l'épisode 1, c'est qu'ils défendent déjà le village. Hein. C'est qu'on les voit se battre. Si non, au début de l'épisode 1, il y a les légionnaires devant qui se mettent en position. Et ils ont tous peur parce qu'ils savent très bien que le village a de la potion magique. Eh ben ouais, mais moi je crois que c'est là qu'on voit la scène de combat et compagnie dans l'épisode 1. Parce que justement... Pour moi, c'est à la fin du 1. Non. Bon, on s'en fout en fait, hein, que ce soit au début ou à la fin. Oui, ça change pas grand-chose. Mais ça change pas grand-chose. Mais pour moi, c'est ça qui fait, c'est qu'en fait, il fait l'intro sur ça. Après, t'as le générique, t'as le titre qui apparaît. Et là, on est en 78 avant Jésus-Christ. Parce qu'effectivement, dès l'épisode 1, on a parlé des jeux de mots et tout. Mais tu vois, par exemple, lors de l'affrontement des Gaulois, t'as cet Automatix, donc le forgeron, qui en frappe un. Et ça change instantanément son apparence et il devient R2D2, tu vois, donc Star Wars va beaucoup revenir dans cette série. Oui, très souvent. Donc voilà, bon bref, c'était pour l'anecdote, on balaye, on a dit. Donc vas-y, enchaîne sur l'épisode 2. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il pose un peu le contexte, il nous repose les bases du truc, et l'épisode 2, lui, démarre sur un ton très différent. Là, on est à Rome, et là, c'est génial parce qu'il y a aussi styliquement un vrai parti pris, c'est-à-dire que on est dans une immense salle, c'est très grandiloquent, c'est du gigantisme, avec des colonnes qui font 15 mètres de haut et tout, et au bout, vraiment, vous imaginez un truc, c'est au sol, c'est que de la mosaïque et tout, et on se rend compte que tout au bout, sur un trône, il y a César, quoi, à qui on est en train de présenter un certain nombre de choses, et on est en train de lui présenter un truc pour fêter son règne, entre guillemets. Absolument. Et donc, ils viennent, et c'est un mec qui lui présente, qui en fait des caisses pour lui dire oui, pour célébrer votre règne, votre force, votre victoire, je sais plus ce qu'il dit. Et voilà ce qu'on a proposé. Et là, il lui présente une mosaïque, et en fait, c'est littéralement une affiche de Star Wars. Oui, bah, c'est littéralement en mosaïque. Ça. Et l'autre, il dit mais c'est ça que vous me plantez à ma gloire, c'est juste une mosaïque. Le mec il dit non mais regardez, on a une autre idée, il retourne et c'est une autre mosaïque. Et en fait c'est que des trucs comme ça. Et là on a un truc qui est à mourir de rire, c'est qu'il y a un personnage à côté de César et qui est sa mère. Voilà. Et là moi pareil, alors je précise quand même que je savais que c'était une série de Chabat, mais je n'avais rien lu dessus avant, donc je m'étais pas spoilé le cast, je savais pas qui faisait les voix. Et moi je l'ai reconnu seconde 1. Parce que moi, si je le savais pas, je l'aurais pas reconnu. La voix de la mère de César, c'est Jérôme Commandeur. Et moi, je n'ai pas peur de le dire, c'est le meilleur personnage de la série. Elle est à mourir de... Parce que pour ceux qui ont déjà entendu Commandeur faire de la radio, s'il en a fait des années, il a une voix un peu comme ça et il est insupportable. Voilà, je le fais très mal. Tu le fais plutôt bien, moi, mais, je trouve. Mais c'est à moi, parce qu'elle est aigrie fois 1000, donc tout ce que lui propose son fils, ça la saoule, elle est blasée. Elle le rembarre alors que c'est l'empereur, enfin, c'est terrible, il se fait dominer par sa mère tout le temps. Elle a une gueule, elle est atroce. Oh, il est hideux. Elle a vraiment une gueule, elle est toute petite alors que lui, il est immense, il est un peu classe. César, elle est petite et trapue et assez large. Elle est toute rabougrie et tout, c'est à mourir de rire. Et donc du coup... comme il n'est pas content de ce qu'on lui propose, il dit non mais regardez, on a prévu ça, en fait on vous propose d'organiser un combat des chefs. Et pour le présenter, on a une mosaïque en mode Street Fighter. Oui. Et moi je trouve ça génial. C'est ça, il lui propose le combat des chefs parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est le running gag de Astérix en général, et là ça prend aussi son sens, c'est qu'il le... en fait, quand il lui montre les mosaïques,
Après, il lui dit mais vas-y montre-moi une mosaïque de la Gaule occupée et tout. Il fait bon bah tu vois elle est toute occupée la Gaule. Et les gens ils font ah non. C'est la mère de César qui dit. Non, je te on rappelle n'est pas tous que occupés. voilà. Et non, il y a un petit village, je te rappelle. Là, moi, je le fais très mal. Et Non, c'était pas mal. Et du coup, là, il fait oh, c'est bon, ça va, c'est pas un village qui fait que. Si, justement, en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est Metadata qui a l'idée, justement, de dire mais moi, si vous voulez, on peut faire ça. Faut faire le combat des chefs parce qu'en gros, dans les règles gauloises, si un chef gaulois bat un autre chef gaulois, il hérite des 2 villages. Et du coup, ils se disent, on va prendre un chef gallo-romain, donc un chef gaulois loyal à Rome, pour combattre le chef de ce truc-là, et voilà quoi. Et du coup, c'est là que l'idée du combat des chefs s'installe dans l'esprit de César. Et là, ce qui est encore une fois bien fait, c'est que je l'ai dit vite fait, mais la présentation, elle est faite en mosaïque et c'est vraiment un combat Street Fighter, quoi. Oui, c'est hallucinant. C'est super bien foutu. On revient finalement au village et là on entend pour la première fois Astérix parler avec sa voix d'Astérix normale, donc Chabat, et vraiment moi je savais pas que c'était lui qui faisait la voix, donc j'étais vraiment content. Et là tout de suite on voit que la complicité avec Obélix ça n'a fait que grandir, parce que là aussi il doit prendre la parole. En fait ils sont au banquet et c'est le moment des offrandes. Et donc on comprend que, parce qu'ils rappellent que la seule chose dont ils ont peur c'est que le ciel leur tombe sur la tête, donc ils font des offrandes comme on ferait dans une religion à Dieu quelque part. Et il se retourne, le chef, et il dit ça on sait d'où ça vient, parce qu'évidemment c'est un menhir, donc c'est Obélix, et il doit en gros expliquer pourquoi il a fait cette offrande. Et là au moment de prendre la parole, ses yeux, là il y a un peu le même effet que sur Panoramix, se rétrécissent, il devient tout rouge, il n'arrive pas à aligner 3 mots, et évidemment Astérix vient à son secours parce que lui il est à l'aise à parler. Il dit oui, Obélix me disait que qu'il a fait ce truc en hommage à machin et tout. Et c'est plutôt chouette parce qu'on sent vraiment qu'ils se protègent l'un l'autre, quoi. C'est un peu mignon. Donc ils sont en train de manger et je crois que c'est à ce moment-là qu'ils sont censés le chef gaulois, il est avec comment elle s'appelle, avec sa femme, avec Bonne Mine, Abra Raccourcix. Et voilà, et il me semble que c'est là qu'ils sont censés partir en voyage le lendemain. Le lendemain, ils sont censés partir à Lutèce, voilà, notre Lutèce nationale, et en fait, elle le chambre un peu, et Panoramix aussi, en disant tu manges quand même comme un gros lard. Mais c'est ça, parce qu'il se sert un te peu calmer un peu, quoi. Et il met une sauce infernale dessus, enfin évidemment. C'est voilà, ça, et du coup il dit ça va, c'est bon, t'inquiète pas, on va partir. Et voilà. Et donc du coup, évidemment, il est en train de se. J'ai peur que ça soit pas dans cet épisode, mais il me semble que si, que ça arrive à ce moment-là, ce truc-là. C'est pas après le voyage à Lutèce. De quoi Ah non, justement, parce qu'à cause de ça, ils vont pas pouvoir partir à Lutèce. Ok, on est d'accord. Et donc, du coup, il y a ce repas-là qui se fait, et ça loupe pas. C'est-à-dire que le lendemain, il est complètement mort, il est malade, ils peuvent pas lui toucher le ventre. Voilà, il faut imaginer qu'il a, il est tout vert déjà. Oui. Et donc, le moindre personne qui lui appuie sur... Et tout le monde lui appuie sur le ventre. Et il fait que des bons. Jusqu'à Idéfix qui lui saute dessus. Et à la fin, on a une séquence drôle, c'est qu'il y a une plume qui vole. Et quand la plume tombe sur lui, il hurle. Oui, absolument. Et donc, du coup, en gros, on dit à Panoramix, il faut... fais-nous de la potion magique. Enfin, fais un truc, ça ira mieux, tu vois. Et sauf que, Panoramix, si vous êtes gentil, mais il n'y en a plus de la potion. Donc, on lui demande d'aller en chercher. Et là, on a un Panoramix qui n'est pas content. Non. Parce qu'en fait, il dit, ouais, j'en ai marre. C'est de la potion magique, ça, on m'écoute. Mais pour le reste, quand je dis un truc, par exemple, de faire gaffe à ce qu'on bouffe, personne m'écoute, quoi. Absolument. Donc, il se barre tout seul dans la forêt, il n'est pas content. Astérix propose de venir avec lui, mais il ne veut pas. Je crois que oui, c'est ça. En fait, il va chercher la potion pour le ventre. Il lui donne, il lui dit ça va te soigner, mais tu m'emmerdes et moi je vais aller refaire de la potion magique parce que quand tu seras pas là, faut bien qu'on puisse se défendre. Exactement. Donc il part dans la forêt et là, dans la forêt, il va se faire kidnapper. Puisqu'en fait, on a envoyé des légionnaires pour essayer de... Parce qu'ils sont au courant qu'il y a le problème de la potion magique s'ils s'en prennent à ce village-là. Donc du coup, ils se disent on va essayer de kidnapper le druide pour les empêcher d'avoir de la potion magique, ce qui est plutôt smart de leur part. Donc ils vont le choper, sauf qu'entre-temps, Astérix va se pointer avec Obélix et on va voir qu'ils vont réussir à le sauver d'une manière assez contestable, obélixienne. Voilà, parce qu'en gros Obélix il constate qu'il est en train de se faire emmener et Obélix il a toujours son menhir dans le dos, il jette son menhir, sauf que le menhir atterrit sur Panoramix et c'est très drôle parce qu'ils s'engueulent tous les deux alors que l'autre il est sous le menhir, ils mettent un temps fou à le relever. C'est ça, et puis moi j'aurais bien aimé parce que après
c'est le côté nostalgique. Je trouve encore une fois que c'est très bien adapté et tout, mais c'est vrai que moi, je te dis, la première adaptation du Combat des chefs, c'est une que j'ai énormément regardée, presque autant que les 12 travaux. Et je sais que moi, la réplique qui me faisait hurler de rire quand j'étais petit à ce moment-là, c'est quand, avant qu'il lance le menhir, il fait « T'inquiète pas, Astérix, je vais les disperser, moi !» Il balance le menhir. Et j'aurais trop aimé que Lelouch le refasse. Ça aurait été génial, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Faut que cette adaptation ait sa propre identité, j'en suis conscient. Non, mais c'est ça. Puis encore une fois, ça fonctionne plutôt bien. Enfin, oui, c'est assez marrant. Bien sûr. Donc et effectivement, il s'embrouille. C'est un peu l'image du tome de la zizanie, pour l'anecdote. Où on les voit les deux visages qui s'embrouillent. Il fait parce que Monsieur Astérix. Oui, mais Monsieur Obélix. Et du coup là, ils s'engueulent vraiment. Et l'autre, il est toujours sous le menhir, quoi. C'est ça qui est drôle. Bon, ils finissent par le sortir du menhir. Et là aussi, je passe, mais un nombre de jeux de mots invraisemblables. Il y a un moment où dans le village, il parle avec le chef et il dit vous savez, moi je suis le général de Gaulle. Bon, c'est tellement con, mais c'est très drôle. Et donc finalement, il décide de le ramener. Et en parallèle de ça, on a nos amis les Romains qui vont dans le village de Appius Bélix, qui lui aussi est devenu grand et qui est devenu Appius Bégalix. Bégalix, pardon, et qui lui est devenu devenu donc le chef gallo-romain. Et lui, il se revendique gallo-romain, c'est-à-dire que lui, il a accepté et il essaye d'ailleurs de faire construire des colonnes partout. Il y en a trop et on lui dit mais il y en a déjà beaucoup. Il fait j'en veux plus. Non mais c'est ça. Et donc il demande à tout le monde de mettre des colonnes. Là, petit passage parce que Jamel Debbouze fait la voix du mec qui note toutes les trucs qu'il veut mettre dans son jardin. Enfin dans son jardin, dans son village plutôt. Donc il dit je veux plus de colonnes machin. Et là on voit que à ce moment-là les Romains vont arriver et pour se dire ça va être lui. On va voir que c'est lui qui va être désigné pour faire le combat des chefs. C'est Appius Bégalix d'ailleurs qui fait la vanne du général de Gaulle. Oui, t'as raison, c'est lui qui fait la blague. Donc du coup il y a vraiment encore une fois c'est vraiment drôle parce que lui il est vraiment dans l'excès inverse. C'est-à-dire que c'est pas il a demandé à tous les gens de se renommer, qu'ils aient des trucs en Lix à la fin pour que ça fasse plus romain et c'est trop drôle. Justement, c'est en us. En us, pardon. Ouais. Ils veulent passer de X à us en termes de machin et donc il y a là le jeu de mots de l'épisode avec, on parlait de Jamel qui reprend son rôle juste pour cette scène, enfin son rôle qui vient en clin d'œil, en caméo juste pour cette scène où en gros il s'appelle Sucette Alanis et il dit moi aussi il faut que je change de nom et genre on sait pas encore qu'il s'appelle comme ça et donc là Appius Bégalix lui dit toi on verra plus tard Sucette Alanis et là tu te dis waouh c'est pas possible. Et alors je vais juste faire une parenthèse et revenir sur le moment où Abra Raccourcix est très malade et compagnie. Je n'en étais pas sûr, mais après vérification, c'est bien ça. C'est un album du Bouclier Averne, scène par scène, ce moment-là où Abra Raccourcix est malade. Donc c'est bien ce qui me semblait, c'est qu'ils prennent vraiment des petits clins d'œil à plein d'albums, et ça c'est génial. J'ai adoré moi ce côté-là. Parce que pour le coup, je suis quand même un grand fan de la bande dessinée, et même j'aime plutôt bien les derniers albums, même s'ils sont pas fous, et même s'ils sont moins bien que les classiques. Mais j'ai beaucoup grandi avec la bande dessinée franco-belge, notamment Astérix. Et voilà, c'est juste pour ça. C'était pour parler, pour dire, pour faire des petites anecdotes. Non, mais t'as raison de faire. Parce que pour le coup, moi, j'ai lu ça il y a très longtemps. Ça fait des années que j'ai pas lu un Astérix, donc je les ai pas en tête. Moi, j'ai vraiment été marqué par, je l'ai dit, par les animations, mais les BD, je les ai lus, mais j'ai pas lu les dernières, par exemple. On y reviendra, mais d'abord, fini de lire One Piece. Y a pas de souci. Oui, voilà, c'est un projet. Non, et donc du coup, pendant ce temps-là, il ramène Panoramix au village, et quand il se réveille, là, il y a un truc qui est génial, il se réveille, il ouvre les yeux et en fait pour nous montrer qu'il sait pas trop où il est, il voit Astérix et les autres en mode dessin. Oui, ça c'est génial. Et ça c'est trop bien. Ouais, j'ai pas poussé en mode storyboard en fait. Ouais, c'est ça. J'ai pas poussé la curiosité de savoir si c'était des storyboards du film ou si c'était peut-être des illustrations préparatoires des BD, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé ça trop bien. Oui, c'est vrai que ça rend très bien parce que du coup ils sont plus du tout en 3D, ils sont en 2D animés, enfin c'est génial. Et donc il lui demande et ça va, il dit oui ça va. Et là on a le truc génial où ils se rendent compte qu'il est un peu paumé quoi. Ouais. Il dit non mais regardez, je vais vous dire qui connaît la réponse, c'est Barbix. C'est tellement con, c'est et là il est ventriloque avec sa barbe et il dit quand je dis bar vous direz Bix, bar. Bix. Et là il le regarde, il dit bar, bah alors bar, Bix. Et là il regarde, il fait ah oui quand même. Et ça se termine sur ça. Et franchement ça c'est pareil, c'est con mais qu'est-ce que c'est drôle. Oui c'est idiot mais ça marche vraiment bien. Et dans la continuité bien. de ça on a là aussi, je vais le dire à chaque fois, mais c'est un des trucs les plus drôles, c'est l'intro de l'épisode 3. Oui, alors attends, avant l'intro, je sais de quoi tu vas parler, donc c'est pour ça que je me permets, juste pour finir sur l'épisode 2. Moi, il y a un. Parce qu'en vrai, là, vous l'aurez compris,
on fait un déroulé un peu rapide et en fait, comme c'est une comédie qui fonctionne par gag et par référence, on va forcément beaucoup parler de tout ça en plus du déroulé, plus qu'une réelle analyse, parce que voilà, mais c'est le but du truc aussi, de faire un dernier épisode un petit peu plus détente, un Mais petit peu bien plus sûr. relax. Et juste pour finir sur l'épisode 2, moi il y a un gag qui m'a fait mourir de rire, c'est que quand on suit A plus Bégalix, Sucette Alani, c'est le dernier, j'ai oublié comment il s'appelait, on voit que derrière il y a une pancarte avec normalement tu sais les noms de rues, et en fait t'as une rue qui va là-bas, une rue qui va là-bas, une rue qui va là-bas, aux 4 points cardinaux, et en fait il y a marqué Rome sur tous les trucs. Oui, c'est vrai qu'il Et y a ça. j'étais mais mort de rire, mais j'ai ben oui. j'ai hurlé, alors que c'est tout con, mais Mais ça c'est- m'a même plus fait rire que Sucette Alanis, tu vois. Mais en fait, c'est là où on revient à ça, c'est le sens du détail. C'est-à-dire C'est ça. que souvent, les gens, quand vous entendez des interviews, et je reviens sur Clavier, mais qui parle très très bien de son interview, quand vous voulez faire de la comédie, il faut le faire de manière très sérieuse, et c'est avoir beaucoup beaucoup de sens du détail, d'aller chercher les petites choses. Et là, effectivement, tous les panneaux qui mènent à Rome, enfin, Tous les chemins mènent à Rome, c'est génial. c'est super bien pensé. Et il y a énormément de choses comme ça dans toute la série. Donc là, évidemment, on vous fait un déroulé rapide, on spoil quelques vannes, mais si vous l'avez pas vu et que vous continuez à écouter, franchement, allez le voir à la fin. Le premier truc à faire, c'est aller au bout de l'épisode quand même, mais Oui, c'est accessoirement. éteindre votre podcast et aller voir la série parce que c'est vraiment chouette à voir, quoi. Oui, c'est Et clairement. donc, du coup, le début de l'épisode 3, c'est une espèce d'animation en 2D. Et là, on a Panoramique. C'est TJ, C'est- mais pour les adultes. Ouais, on dirait un mélange de Teletubbies un peu chelou. Et il est en train de parler au soleil, qui est lui en train de changer et tout. Et là, en fait, on se rend compte que Panoramix, il est en délulu complet, quoi. C'est-à-dire que le gars, il est complètement secoué. C'est-à-dire que c'est. Tu l'as dit le nom de ce qu'on voit, de cette je petite l'ai pas intro. Tu l'as ou Non, pas vas-y. Non, je l'ai pas le nom. D'accord, c'est les aventures de Panono. Oui, Avec une espèce de petit générique chanté par une espèce de version 2D de Panoramix où il y a marqué Panono, Panono, les aventures de Panono. Un truc comme ça n'a aucun sens, mais c'est tellement gaguesque, c'est génial. Non, mais c'est vrai qu'il y a enfin, encore une fois, c'est des petites choses comme ça où tu te dis, mais les gars, il fallait quand même avoir l'idée d'aller chercher ce truc. Et ils l'ont eu, et ils l'ont mis en scène, et on les a laissés faire. Moi, c'est ça. Parce que là, encore une fois, c'est un style visuel qui n'a rien à voir. Bien sûr. On est sur quasiment du 2D, et c'est vraiment un mini-sketch, en fait, qui va durer 1 minute 30 à peu près, et après, ils le regardent et ils se rendent compte qu'il va pas bien du tout, quoi. Donc, du coup, ils sont un peu désespérés, et à ce moment-là, c'est là que notre ami A plus Bégalix revient dans le village. Donc il arrive, il est porté sur le bouclier comme tout bon chef gaulois, sauf que lui, il est évidemment habillé en romain, et tous les mecs qu'il porte sont habillés en romain. Et compagnie. Et il vient pour les provoquer au combat des chefs en disant, bah voilà, si je gagne, c'est moi qui prendrai le contrôle du village. Et vraiment, la manière dont il le fait, c'est à mourir de rire, parce qu'il essaye de les toiser un peu. Et à la fin, il dit, voilà, je vais vous tourner le dos. Et il leur tourne le dos, sauf qu'ils se retournent sur le bouclier, et les mecs se retournent aussi, donc ils se retrouvent à nouveau de face. Et il le dit. Non, mais si on se retourne tous les trois, à un moment donné, ça va faire un tour complet. Hein. Et c'est tellement drôle. Et pendant ce temps-là, on a Panoramix qui nous fait un point sur le CAC 40. Et là, Mon Dieu. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Et donc, après... Oui, c'est-à-dire que... Vas-y, je sais non, pas mais si tu vas le dire. Parce que du coup, leur problème, c'est qu'ils n'ont plus de potions magiques à ce moment-là. Oui. Et donc, du coup, Abraham Crossix dit, c'est super, mais là, on va se faire éclater, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que A plus Bégalix va les provoquer. C'est parce qu'au départ, quand on lui dit tu vas devoir te battre contre Abraham Crossix, il fait mais vous êtes des malades, je vais me faire tuer. Ils ont la potion magique. Ils font mais t'inquiète pas, on s'occupe du droïde. Ils auront plus de potions. Il fait c'est du bon. Droïde Du droïde. Voilà. T'as dit du droïde, hein. On a tous entendu. J'ai redit du droïde 3 fois en Oui. plus. Non, oh la vache. R2D2 sort de ce corps. Ça va pas du tout. Voilà, c'est plus C3PO pour être débile comme ça. Punaise. Donc du coup, du druide, Panoramix, voilà, autant pour moi. Et donc du coup, quand il parle à bras raccourcis sur le bouclier et compagnie, il y a Panoramix qui arrive parce qu'il est toujours au village. Il fait un point CAC 40. Et un point CAC 40, mais je veux dire, voilà, réplique. Mais j'ai hurlé. Je veux dire, il voit A plus Bégalix, il fait oh, salut Fabrice, comment tu vas? Ça n'a aucun sens. Mais j'étais mort de rire. J'ai trouvé ça génial, vraiment.
On est en train de vous gâcher le plaisir, il faut que vous regardiez la série. Franchement, elle est fandard. Non, mais- Elle est vraiment fandard. Mais même en nous entendant avant, vous allez le voir, vous allez vous marrer. C'est sûr, On parce qu'on promet le fait que vous très allez mal, vous hein, marrer. rassurez-vous. Mais clairement. Mais ça, c'est le principe Non, de ce mais- podcast. On refait des trucs très mal. Non, mais C'est- vraiment, le coup- On refait des trucs vachement bien en moins bien. Oui, on est un peu. Bienvenue des- dans ETTP. C'est bien, un Restez écart avec nous, d'utilité on est après gentil, 19 épisodes. On est gentil. Guillaume est Astérix, je suis Obélix, restez avec nous. Et non, mais du coup, c'est. Moi, je te jure, vraiment, la réplique du Fabrice, mais j'étais mort de rire. J'ai dû remettre le passage pour Elodie, parce que je l'ai regardé avec Elodie, et elle avait pas entendu tellement j'ai explosé de rire tout de suite, en fait. Seconde 1, vraiment. Et puis là, pour le coup, l'ermite le fait, mais tellement bien. Vraiment, mais complètement détaché. Tiens, salut Fabrice, qu'est-ce que tu fais? Puis j'étais plié en deux, vraiment. Non, mais enfin, encore une fois, ça marche hyper bien. Donc, lui, il voit quand même qu'il y a Panoramix, donc ça va un peu l'inquiéter parce qu'il va se dire, mais ça veut dire que le druide, ils l'ont pas capturé en fait. C'est ça. Et c'est pour surtout, ça il est pas mort. Il se barre à ce moment. Donc, il se barre. Et pendant ce temps-là, Panoramix, lui, va essayer de refaire la potion magique. Donc, en fait, ils vont lui demander, est-ce que tu te souviens de la potion? Non. Et ils vont essayer de lui faire faire. Et donc, il va faire des tas de potions. Et là aussi, la mise en scène, c'est drôle. Il y a des explosions en tous les sens. Et lui, dès que ça explose, il est content. Et à un moment, il fait un truc, ça explose pas. Il dit, oh, bah, je suis désolé, ça a pas explosé. Oui, bah ça pour le coup, je crois que c'est dans l'album original et dans le truc. En plus, le montage est fait. Donc là, effectivement, on a carrément une animation, encore une fois, qui est très. Comment on appelle ça? Très Spider-Man Into the Spider-Verse et sa suite. Et en fait, c'est sur la chanson Mr. Boombastic de Shaggy. Non, mais incroyable. Il n'y a que Shabba pour faire ça dans Astérix. Mais tellement. C'est fou. Et donc, du coup, comme ils testent les potions, ils vont pour pas prendre de risque, à un moment, ils font une potion qui n'explose pas et qui a l'air de ressembler à un truc. Donc, ils se disent, ah, peut-être c'est la bonne. Et du coup, ils prennent un Romain qui est à proximité, dont on n'a pas encore parlé, mais qui va nous en resservir. J'ai perdu son nom, c'est Potus. Et donc, ils prennent Potus et ils lui font goûter la potion. Bon, au début, il se passe rien, puis en fait, il change de couleur. Et à chaque fois qu'il boit, il rechange de couleur. Et ça, c'est trop bien. Après, il devient muet. Et il y a une séquence où on est sur un film muet où tout devient en noir et blanc, il y a des panneaux entre chaque truc. Ça aussi, c'est à mourir de Oui, rire. c'est génial. Et après, il devient invisible. C'est vrai. Et il se met à voler après. Oui, ouais. Et donc, c'est comme un ballon de baudruche, en fait. C'est ça. Moi, je trouve que c'est une séquence qui fonctionne très bien, qui est très drôle, on l'a dit. Mais je trouve qu'elle fonctionnait mieux dans la première adaptation. Là, je trouve qu'elle est peut-être trop expédiée. Elle est très rapide. Elle est très rapide, alors que dans mon c'est- souvenir, en fait, après voilà, là plus que l'animation même, je pense que c'est la façon de faire qui a été la façon de monter la série qui change. C'est-à-dire que dans l'adaptation originale, si je dis pas de conneries, ça dure longtemps parce que c'est entrecoupé de petites scènes. Ouais, il y a une espèce de running gag. Voilà, et c'est le running gag, c'est que tiens, il a testé une nouvelle potion, alors que là, il les enchaîne. Après, voilà, effectivement, le coup du muet, le coup du invisible, c'est excellent. C'est excellent. Potus qui est doublé par Jean-Pascal Zidi. Si Jean-Pascal Zadi, exactement, et qui le fait extrêmement bien. Il est vraiment très drôle, ce personnage. Et on l'a pas dit, mais c'est vrai que en fait, en parallèle du fait qu'ils ont déclenché le combat des chefs, les Romains, ils sont en train de fabriquer une arène qui est sur une espèce de colline pas très loin qui donne vue sur le village. Oui, c'est ça. Donc absolument. en fait, l'idée, c'est que de là où ils sont, ils puissent voir le fameux village d'Irréductible pour que César puisse s'en emparer dès la fin du combat. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. Donc on les voit préparer, donc on voit notamment Potus qui participe à la création entre guillemets de l'arène. On revoit Metadata qui fait un peu c'est elle qui gère tout parce que comme c'est son plan, César. Exactement. Et on l'a pas dit, mais il y en a un qui s'appelle Fast and Furious. Oui, c'est l'oncle de Metadata. Voilà, et qui est un peu on va dire le maître d'œuvre. C'est lui qui est censé chapeauter un peu l'organisation de tout le bazar. Donc ils sont en train de monter ça. Donc comme eux, ils ne trouvent pas de solution pour la potion magique, il leur vient à l'idée que ça serait peut-être pas mal d'aller chercher la psy, qui est une amie de Panoramix, et dont on a entendu parler parce que Bonne Mine voulait absolument que son mari lui parle à la psy pour qu'elle fasse un travail pour qu'il arrête de bouffer n'importe quoi. Ouais, une sorte d'hypnose en fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc ils se disent ok, bon, on va aller chercher la psy. Avant d'aller chercher la psy, on a quand même des séquences où on voit l'entraînement d'Abraraccourcix versus l'entraînement de A plus Bégalix. Et on a d'un côté A plus Bégalix qui fait des pompes et tout, et l'autre il n'arrive pas à enchaîner, à lever les bras, les jambes et tout. Et ça aussi c'est super drôle. Et son entraîneur c'est AGK Nonix, faut pas l'oublier. Exactement. Et donc également doublé par Shabba. Qui est également doublé et qui lui met des roustes. C'est-à-dire que l'autre c'est un vieux, il lui met des coups de canne et tout. Et l'autre au bout de 2 tours il fait on peut s'arrêter manger. Il juste fout de ma gueule ou quoi, on va se battre demain, on n'a pas le temps. Sachant que dans l'épisode flashback, le premier épisode, c'est vrai qu'Abraraccourcix c'était tout maigre
Oui, c'est vrai. C'était tout grand et tout maigre, alors que là, il est vraiment énorme, quoi. Ah ouais, clairement, Il est presque aussi gros qu'Obélix. On est d'accord. Donc finalement, Astérix et Obélix se disputent une nouvelle fois parce que ouais, je veux y aller, mais non, pas toi, tu vas pas la trouver, machin. Donc ils vont tous les deux chercher la psy. Pareil, le design de la psy, mais putain, Oui, il elle est s'appelle horrible. Apotika. Elle parle avec un accent allemand terrifiant. Oui, c'est une goth, en fait. Mais c'est ça, mais c'est. Enfin voilà, c'est. C'est l'allemande d'Astérix. Mais c'est génial. Et donc, elle a vraiment un look de grunge, quoi. C'est-à-dire, elle a la moitié de la tête rasée, l'autre, elle a une mèche atroce. On dirait vraiment qu'elle va chanter dans du Avril Lavigne, quoi. C'est assez drôle. Et donc, il décide de la ramener pour que, comment dirais-je, pour qu'elle puisse aider Obélix. Pendant ce temps-là, César, lui, il arrive au camp qu'ils sont en train de construire, à l'arène qui est en train d'être construite. Et il dit à sa mère, bon bah t'es contente d'aller là, bah non, super, mon anniversaire, tu m'as emmené dans un vieux village gaulois dégueulasse. Enfin elle a pas du tout envie d'être là, c'est toujours, il se fait vraiment bully par sa mère du début à la fin, c'est très drôle. Et au moment où Astérix et Obélix ils arrivent au village, la nana demande à la psy, en gros, dit mais voilà, elle lui parle à Panoramix, il la reconnaît évidemment pas, il est complètement taré, et elle lui demande mais comment c'est arrivé. Il lui dit comme ça et il jette un menhir sur la psy. Qu'est-ce qui est con. Et tout le monde le regarde genre putain mais le débile quoi. Et évidemment elle se relève et on comprend que elle va devenir aussi con que lui, et l'épisode se termine comme ça. Mais encore une fois, enfin là on vous résume ça en quelques secondes, mais l'épisode dure, on l'a dit, une demi-heure max. Oui, à peu près. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est drôle quand même. Enfin tout est gaguesque ça. Et là on a pareil, l'épisode 4 qui s'ouvre, et en fait donc ils ont fini de construire l'arène et ils ont fait un espèce de parc d'attractions autour. Ça on va avoir l'occasion d'en parler, et ça démarre notamment avec A plus Bégalix qui s'entraîne, et en fait il se bat contre une espèce de mannequin qui s'appelle Captain Armorica. Putain. Là c'est pareil, c'est un petit détail écrit dans le fond, mais c'est super drôle. Et on voit en gros que ils nous font une espèce de petit tour de parc d'attractions, et pour ça on va dans un manège. Et là moi j'ai noté, c'est pas une ref au parc Astérix, c'est clairement une référence à l'attraction de Disney, tu sais, avec la chanson horrible. Ah oui, bien sûr. Oui. Et là, ils font ça, et ça va à 2 It's a à small l'heure. world. Et du coup, ils observent en gros tout le monde romain. Gallo-romain. Et franchement, enfin, moi, j'ai trouvé ça Puis génial. même les paroles sont horribles. Ah oui, non, mais il y a rien qui va. Et en parallèle de ça, nous avons le deuxième rôle de Jérôme Commandeur, à savoir le commentateur sportif. Et oui, Black Angus. Voilà, Black Angus qui commente le futur combat avec un accent du Sud. Et moi, tu sais que j'ai du mal à reconnaître Jérôme Commandeur. Pour moi, c'était... merde, comment il s'appelle ? Je crois que c'est un ancien sportif ou quelque chose. Moscato. Oui, moi j'ai Non. vraiment cru que c'était Moscato. Hein. Non, mais alors, pour le coup, moi j'ai énormément écouté Commandeur à la radio. Donc, tu il l'as reconnu a direct. tellement fait Putain, moi, je d'accent l'ai à droite à tellement gauche. pas reconnu. Second 1, je me suis dit putain, mais il est là aussi. Et pareil, lui, ce personnage-là, alors lui, pour le coup, est problématique. Parce que lui, il veut juste que les gens. Mais il est tellement drôle. Il est génial. caricatural à donf. Il a un look, il est énorme. Il lui manque la moitié des dents. Il a des oreilles en chou-fleur. Il a une main, c'est un crochet. Il a un œil de verre. Il est fait. Enfin, je veux dire, c'est une armoire à glace, quoi. L'autre à côté, la nana qui commente avec lui, elle est épaisse comme un haricot, quoi. Qui s'appelle Anna Barbera. Voilà, mais vraiment, et c'est vraiment une mise en scène télé, c'est-à-dire ils sont devant un fond, on voit à un moment il y a une séquence où on les voit eux en haut à droite de l'écran, et le reste de l'image on voit l'arène. C'est ça. C'est vraiment trop drôle. Évidemment, nos amis gaulois sont en panique parce qu'ils n'ont toujours pas la potion. Donc ouais, ils se rendent compte qu'ils vont se faire défoncer vraisemblablement pendant le combat sans potion magique, parce qu'on voit Panoramix et la psy sont en train de danser. Genre, oui, ils sont en délu complet. Mais c'est... Pulp Fiction, Ouais, c'est voilà, la chanson, c'est la scène, c'est génial. Et du coup, ils réfléchissent, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nommer un autre chef ? Parce qu'en fait, potentiellement, on n'a qu'à nommer Obélix, lui il a de la potion et on est bon, quoi. Et là, ils viennent avec la tablette, vous avez regardé la petite ligne, regardez l'article 49.3. Et là, tu te dis putain, mais même ça, c'est drôle, quoi. Ah oui, ça marche bien. Et sauf qu'ils sont donc d'ailleurs, c'est magnifique l'endroit, ils sont sous une espèce d'immense sol pleureur. Ouais. Et ils sont abrités et ils sont en train de réfléchir à ça. Et donc là, ils disent bah voilà, on va nommer un nouveau chef. Et sauf qu'au lieu de nommer Obélix, comme c'était prévu, et ben ils vont tous faire une campagne. Genre, mini-campagne. Oui, alors moi je pense qu'il faut voter pour quelqu'un qui va rassembler. Et du coup, ils font chacun une espèce de campagne politique, quoi, qui dure 2 secondes. Et ils finissent évidemment par tous se mettre sur la gueule, en étant juste interrompus par un petit Romain qui arrive et qui dit excusez-moi, on vous attend devant avec la carriole. Est-ce que vous pouvez venir vous envoyer votre chef? Et donc finalement, ils décident de désigner Obélix, sauf qu'Obélix refuse.
Oui. Au début, parce que Obélix, il dit non, mais moi, c'est de ma faute. En gros, j'ai niqué Panoramix et la psy, donc je vois bien que je fais n'importe quoi, personne veut de moi, donc il refuse. Du coup, il nomme Astérix, qui lui, en sa qualité, nomme Obélix, qui renomme Astérix. Et ça dure des plombs. Ça dure des plombs, mais c'est vraiment très drôle. Mais finalement, il accepte d'y aller. Et donc là, on a un plan où il part sur la carriole. La carriole avec H. Canonix qui vient avec lui. Il dit, je suis son entraîneur. Absolument. Et on a un plan de dos large. Et là, moi, j'ai noté, c'est la transition Star Wars. C'est-à-dire que tu as un espèce de rond dans l'image qui se ferme et qui se trouve dans un autre endroit. Carrément. Putain, mais ça aussi, c'est des petits détails. Mais oui, ça régale, je sais plus si c'est déjà passé, mais il y a un moment donné, c'est clairement les arrivées des vaisseaux Star Wars et compagnie. Et on voit un espèce de gros bloc qui arrive en haut de l'écran avec le coin en plein milieu. Enfin, c'est génial. Totalement. Et donc, ils vont arriver là-bas. Et là, on a droit, donc, à la place du tapis rouge, c'est la mosaïque rouge. Et donc, on a tout le monde qui passe. Et évidemment, on imagine aujourd'hui le tapis rouge, les gens se font prendre en photo. Et là, en fait, il y a plein de sculpteurs qui essayent de sculpter le plus vite possible. Et du coup, ce qui est bien pensé, c'est que comme ils sculptent très vite sur la pierre, les étincelles, ça fait les flashs. Oui, et puis le bruit. Et le bruit, ça fait vraiment le bruit des photos, quoi. Et donc, ils sont là, sauf qu'évidemment, ils restent jamais assez longtemps, donc ils n'y arrivent pas. Et là, on la va pas voir beaucoup, mais il y a Cléopâtre. C'est la seule fois où on la voit. Et c'est trop bien. Et évidemment, il dit mettez-vous de face, évidemment. Elle se met de profil. Elle se met des deux profils. Et on la voit très peu, mais elle est très élégante. Et moi, j'ai trouvé ça trop cool. Oui, puis c'est encore une fois, elle est extrêmement fidèle à sa création, quoi. Ouais, et puis je trouve ça, c'est un joli clin d'œil là aussi à son film. Enfin, c'est vraiment cool de l'avoir intégré là-dedans. Et puis pendant ce temps-là, nos amis gaulois, ils sont donc arrivés, ceux qui vont être du village, les spectateurs, et ils s'amusent là dans le parc d'attractions. Il y a une scène où on voit, ils ont l'impression d'être dans un espèce de manège, ils hurlent, ils ont ces deux personnages du village, ils sont là, ils hurlent comme si c'était dans un grand 8, tu vois, et en fait il y a un plan large, ils sont sur une espèce de petite balançoire toute nulle, et en fait ils ont peur de tout. Il y a un couple, je crois que c'est Bonne Mine et Abraham Accourci qui se font faire un portrait par un caricaturiste. Et dans ce monde-là, la caricature, c'est un truc ultra réaliste. Bah oui. Mais ça aussi, c'est génial. Ça m'a rappelé c'est très bien trouvé. Je sais pas si tu te rappelles, ça m'a rappelé une des scènes d'intro du Tintin de Spielberg, où sur le marché il se fait faire une caricature et en fait c'est un dessin d'Hergé original de Tintin. Oui, c'est Hergé qui fait la caricature d'ailleurs. C'est trop bien. Oui, bien sûr. C'est la représentation d'Hergé. Ouais, bien sûr. Bah oui, c'est clair et net. C'est vraiment une très bonne idée, un truc qui fonctionne vraiment bien. C'est un truc méta qui marche bien. Ensuite, on a comment il s'appelle notre ami gallo-romain là, A plus Bégalix qui rencontre César. Donc là, il est en mode c'est Dieu, tu vois, et il lui dit ça vous embête pas si on fait une petite pause ensemble? Et en fait, une petite mosaïque. Et en fait, il se pose et il y a le mec qui fait la mosaïque, mais il met genre 2 plombes à poser un carreau. Ah ouais, non, et l'autre, il dit vous allez en avoir marre quand vous le demande. Vous savez, j'ai l'habitude. Et genre, il se pose comme s'il faisait un selfie. En fait. C'est ça. On verra jamais la mosaïque finie, d'ailleurs. Mais ça, c'est pareil, tu vois, c'est con, mais il faut y penser, en fait. Ouais, bien sûr. Non, mais en fait, ça prouve que Chabat respecte et aime d'un amour tangible, j'ai envie de dire, le matériau original. La bande dessinée originale. C'est des gags que tu retrouvais dans la BD, en fait, que tu pouvais retrouver, que tu étais susceptible de retrouver. Et ça marche très bien. Encore une fois, c'est bien modernisé. Et ça marche. Je comprends aussi pourquoi l'adaptation live de Mission Cléopâtre avait peut-être un peu moins plu aux créateurs originaux, mais là, franchement, il a modernisé, il a respecté à fond le matériau original. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, tu sens qu'il aime ça. Il a une admiration énorme pour ça et il en prend soin. Ensuite, il y a une discussion entre Abraham Accourci et Astérix, et en fait, il lui dit, mais parce que l'autre, il fait son marché, il est content, il dit, mais tu te rends pas compte, en fait, que il est nommé chef, Obélix, mais il faut pas qu'il reste chef, parce que lui dit, ouais, depuis que je suis plus chef, je dors mieux. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as nommé il y a 2 heures. Enfin, tu vas pas. Parce que lui, en fait, il en a marre d'être chef. Enfin, clairement, on voit, c'est un chef qui est quand même assez mauvais, globalement, il prend pas de décision. Et tu vas pas laisser Obélix, il est incapable de prendre des décisions et tout. Et évidemment, on le voit venir, c'est assez facile à deviner, mais Obélix, il est derrière et il entend toute la conversation, donc il est blessé. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il bannit Astérix. Et là, moi, j'ai mis des cœurs brisés dans mes notes parce que j'étais trop triste qu'il bannisse Astérix. Je me suis dit, non, quand même, c'est trop triste. Donc, du coup, Astérix, il s'en va et il n'assiste pas au combat parce qu'eux, ils vont tous se mettre dans l'arène. Et là, on a une entrée digne des plus grands matchs de catch, quand même. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est avec les cloches et tout. Il y a même de la lumière.
ça a pas de sens, mais genre il y a des gros spots d'un coup, on sait pas pourquoi. Oui, c'est ça. Et puis t'as plus Bégalix, voilà, qui est encensé par toute la foule et compagnie. Et puis t'as Obélix qui rentre, et en fait il est vénère de sa discussion avec... il est bien remonté avec sa discussion et tout. Et puis t'as Gécanonix qui l'accompagne. Donc déjà, Obélix, quand il rentre dans l'arène, il explose sa porte. C'est même pas qu'il attend que ça s'ouvre, il explose sa porte d'entrée. Et franchement, il rentre avec Gécanonix un peu au ralenti. Et Gécanonix, il fait bon, alors tu t'esquives, tu restes en défense, puis mais tu l'attaques aussi. Il fait je vais lui foutre une baffe. Ouais, tu peux ça faire marche ça aussi. Et donc voilà, et plus Obélix avance, et plus t'as A plus Bégalix qui est déjà sur le ring, qui fait je vais mourir, je vais mourir. Bah oui, parce que lui il comprend que Obélix il peut pas le battre, oui, puisqu'il a l'effet de la potion tout le temps. Et finalement, après l'entrée des combattants qui est vraiment bien réussie, leur contexte, ils doivent prendre la parole. Et là, on revient à un truc qu'on nous a mis au tout début, c'est-à-dire qu'au moment de prendre la parole, il panique, Obélix, et il fait un malaise. Parce que là, Astérix n'est pas là, il le cherche du regard, mais évidemment, il n'est pas là pour l'aider, pour parler à sa place. Et donc, il va faire un malaise, il va tomber. Et là, moi, je m'attendais, quand il a commencé à compter, à ce que ça s'arrête l'épisode avant la fin du compte. Et en fait, non. Il compte, il a perdu, et ça se finit jusqu'à X. Sur un énorme cliffhanger. Et je trouve ça génial d'avoir intégré cette mécanique-là. C'est vachement bien. Et moi, je me souviens, parce que dans l'épisode aussi, faut savoir que Potus et A plus Bégalix apprennent que c'est Obélix qui a été nommé chef. Parce qu'un Romain leur rapporte, juste pour vous dire, ils ont fait un changement de chef de dernière minute en s'appuyant sur le règlement, machin. Donc, Obélix... OB9 avec le 1 et le 10, OB59 peut-être aussi, ça n'a aucun sens, mais franchement c'est ce genre de gag moi que je trouve génial, je trouve ça mais tellement con, et je te rejoins, c'est vraiment l'humour des parodies des années 80 quoi. Oui, il y a vraiment, on reprend ça. Tu sens. C'est l'humour Chabat, ça. Hein, c'est l'humour Chabat, l'humour des nuls. En fait, si vous avez aimé les nuls, vous allez retrouver vraiment sa patte. Ah oui, on n'est pas dépaysé. Hein, ça, clair. Clairement. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais en dehors de Chabat, des nuls, moi, je m'attendais à un moment à en entendre d'autres. Farougia, par exemple, qu'on n'entend pas, me semble-t-il. Chantal Lobby non plus. Je crois pas. Non. Moi, dans ce que j'ai vu sur le casting, je les ai pas vus cités. Je fais une parenthèse puisqu'on reparle vite fait du casting. On a parlé de Jamel tout à l'heure. Jamel, il a. Chantal Lobby, si elle est là, c'est la maman romaine, à un moment donné, tu sais, dans la fête foraine, qui dit regarde, des vrais Gaulois. Ah d'accord, ok. Je l'ai pas reconnu. Une réplique. Elle a une réplique, littéralement. Qu'on va voir dans l'épisode 5. C'est ça. Mais je refais juste une parenthèse. Jamel Debbouze, on l'a pas dit, il joue ce personnage, mais il en joue un autre. Oui, j'ai vu ça. Il joue une poule. J'ai rien compris à ça. Et vraiment, j'ai vu une interview d'Alain Chabat qui en parle, et il dit... En fait, il y a une scène avec une poule, puis il est venu vraiment 2 heures enregistrer, et on lui a dit tu veux pas essayer de faire, et il a fait une prise et on a tellement ri qu'on l'a gardé. Et dans l'interview, je crois que c'est pour Combini qu'il a fait ça, on voit l'extrait de l'enregistrement où ils sont morts de rire parce que l'autre il arrive à faire la poule et il fait aïe j'ai mal, et vraiment et comme il dit il y a que Debbouze pour avoir cette idée là quoi. Et je trouve ça bien parce que en fait les mecs qui viennent c'est la récré. Oui, mais c'est en fait c'est une grande famille, c'est ça qui est bien. Je veux dire. Et puis Debbouze malgré tout, c'est la génération d'après Chabat, mais c'est un certain humour Canal aussi. Mais bien sûr. Et puis il y a une filiation avec Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, donc on est vraiment content de l'entendre. Donc du coup l'épisode 5 démarre avec Obélix qui a perdu le combat de manière officielle. Donc la Légion elle encercle tous les Gaulois qui sont en tribune parce que du coup il a perdu quoi. Oui c'est ça, surtout on l'a pas précisé, mais à la fin de l'épisode précédent, au moment où il tombe, Astérix lui en fait il était en train de poursuivre Panoramix et Apotica. Ah oui c'est vrai, je l'ai pas dit. Et en fait il a entendu les cloches qui commençaient à sonner pour annoncer il y a déjà un chaos, et il a compris que c'était Obélix parce qu'il a entendu je crois le côté il va falloir faire un discours, et il a compris qu'Obélix allait s'évanouir, et en fait il a speedé et il est arrivé en haut des gradins et il a fait Obélix, et en fait il se réveille mais il est beaucoup trop tard. Ouais, et c'est vrai qu'on l'a pas dit. Je crois que ça se finit là-dessus. La course-poursuite avec Panoramix, elle est vraiment bien. Oui, parce qu'il passe dans différents manèges. Elle est Looney Tunesque. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la poule d'ailleurs. Oui, c'est exactement. Et là aussi, il y a vraiment des bonnes idées. Vraiment, l'idée du parc d'attractions, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Oui, ça marche bien. C'est un clin d'œil ça au parc modernise Astérix. aussi. Il y a un clin d'œil à Disney, évident. On l'a dit. Ça parle à tout le monde, encore une fois. C'est génial. Donc finalement, les Gaulois encerclent, la Légion encercle les Gaulois, donc ils sont un peu mal barrés. Et Panoramix, lui, il arrive à éviter à cette espèce de prise-là, mais il va se retrouver, il va prendre un coup, Panoramix. Et en fait, il va prendre un coup, je crois, de A plus Bégalix. C'est ça, en fait, A plus Bégalix ayant gagné le combat, il a le bouclier d'Abra Raccourci, c'est son bouclier. Et en fait, Panoramix arrive, donc...
complètement Voilà, ça, complètement et en zinzin. fait A plus Begalix fait en gros en mode tu m'emmerdes, et il lui fout un coup de bouclier et il tombe par terre hors Et- du ring. Et du coup, quand il se réveille, parce qu'Astérix va le chercher, et là il lui dit, il demande ça va, il dit oui ça va Astérix. Et là il comprend qu'il a retrouvé ses esprits parce qu'il l'a reconnu. Et il lui dit bah il faut vite qu'on s'enfuit, il faut qu'on arrive à partir. Et là aussi il y a une course-poursuite qui est bien foutue parce qu'Astérix il essaye de s'échapper avec, il passe sur un manège mais il est poursuivi par notamment Potus Et Fast et and par Furious. Fast and Furious, mais il y a un espèce de petit combat d'épée. D'ailleurs c'est très drôle parce que t'as un truc un peu épique mais ils ont des épées qui font 10 cm quoi. C'est vraiment marrant. C'est pas la taille qui compte. Oh mon dieu. Au moment où on enregistre, il est 1h30 du matin, donc on a le droit. Non, c'est faux, je vois pas de quoi tu parles. On n'est pas du tout fatigué. Et non, franchement, là aussi, la mise en scène, elle fonctionne bien. Ils arrivent, il est un peu badass en plus, Astérix, donc il y a un côté un peu. Là, pour le coup, Oui. c'est un vrai héros. Puis en plus, à ce moment-là, César croit avoir gagné parce que le combat des chefs a été gagné par A plus Begalix, et que du coup, forcément, par extension, le village de Abracurcix devient gallo-romain. Sauf qu'en fait, là, Astérix lui dit mais non, tu rigoles, tous les Gaulois et Gauloises ne sont pas encore romains. Moi, j'ai été banni par Obélix quand il était chef. Donc du coup, il reste moi, et tant que je suis là, tu contrôles pas la Gaule, mon copain. Exactement, il reste un Gaulois, donc ils essayent de le sauver. Je suis le dernier irréductible. Exactement, ce qu'il n'arrive évidemment pas à faire. Donc lui, il fuit comme il peut. Et pendant ce temps-là, les Romains, eux, ils commencent à attaquer le village. Et là, je trouve que c'est bien fait parce que c'est un des seuls moments de la série où on est un peu touché. Parce qu'ils envoient des boulets, des boulets de catapultes, feu, en fait. ouais. Et du coup, ils ruinent le village. Et c'est vrai que le village, on est attaché parce qu'on le connaît depuis qu'on est gamin. Et c'est vrai, moi, franchement, je me suis dit, putain, on n'a pas envie de voir ça, quoi. J'avais ressenti ça pour le coup aussi à la fin du deuxième volet d'Astier, où justement le village est très attaqué, je crois aussi, dans le secret de la potion magique. Et franchement, je trouve que c'est bien, parce que ça te prend un peu, ça te surprend. On a beaucoup ri depuis le début, mais là, t'as un moment où tu fais ah merde, mais en fait, ils vont tuer le village, quoi. Alors que tu te doutes bien qu'à la fin, ils vont gagner. Quand même. Donc, je l'ai dit, Astérix, il arrive à s'échapper avec le manège. Et on a notre ami Metadata qui assiste un peu à ça et qui, elle, se dit en fait, moi, ça me plaît pas ce que je suis en train de voir. Ils sont en train de ruiner un village. Moi, je suis pas d'accord. Entre-temps, ils ont réussi à choper Panoramix, qui, lui, a pas pu s'échapper avec Astérix. Et donc, elle va voir les deux gardes qui s'occupent de Panoramix. J'ai noté qu'il y a un des gardes qui s'appelle Miley Cyrus. Oui, non mais voilà. hallucinant. Évidemment. Et donc, du coup, elle dit non, mais lui, c'est moi qui dois m'en occuper, ordre de César et tout. Et donc, du coup, elle réussit à sauver Panoramix. Et qui comprend pas, il lui dit mais pourquoi tu me sauves? Elle dit mais parce que ce qu'ils font c'est pas normal. Donc elle a changé de camp. C'est un des seuls personnages qui a vraiment une évolution. Oui, et puis c'est surtout qu'en fait on comprend tout de suite quand on nous la présente qu'elle est pas du tout dans le même trip que César et tous ses sbires. Elle, en fait, elle est très attachée à la culture gauloise. Elle dit c'est bien de vouloir contrôler la Gaule, mais pas au détriment de leur culture et de la culture du pays. Et en fait c'est pour ça qu'elle est Panoramix, c'est qu'en fait elle est très attachée à cette culture-là. Et là en fait elle a pas signé pour détruire la dernière trace de culture gauloise 100% de Gaulle, quoi, finalement. Ouais, exactement. Et c'est plutôt. Mais c'est plutôt sympa. On le voit arriver, comme tu dis, oui. mais on est content parce que c'est un personnage qui est propre à cette histoire-là et on est content d'avoir un personnage qui évolue un peu. Oui, c'est ça, parce qu'elle a été créée pour la série. Hein. Exactement. Et pendant ce temps-là, on a donc malheureusement les Romains qui sont en train d'atomiser un peu les Gaulois parce que Obélix, lui, est toujours sur le ring, mais il ne réagit pas. Non, parce qu'il reste veut, longtemps stoïque, quoi. Je suis mauvais, quoi. Voilà, il se lamente, etc. Culpabilise. Et finalement, à un moment, il décide d'y aller. Et évidemment, comme lui, il est fort, il va sauver tout le village. Et là aussi, moi, j'ai noté, je trouve ça quand même un peu touchant parce que ils savent qu'ils vont perdre là. Mais malgré tout, ils se battent. Et surtout sans potion magique. Exactement. Ils disent pas parce qu'on n'a pas de potion. Et donc, on les voit se battre. Et c'est marrant parce que c'est rare. Ils se défendent plutôt bien en plus. Mais surtout, je crois que. Enfin, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu se battre sans potion. Donc, t'as un côté où ils se battent. Et on les sent fragiles d'un coup. Je crois que la seule fois, j'ai un souvenir dans une adaptation animée où c'est Astérix qui a plus sa potion magique et qui doit se battre seul sans potion magique. Ou alors c'est également dans le combat des chefs où dans la vraie adaptation et dans le vrai tome, c'est toujours Abracurcix qui se bat mais sans potion magique.
au départ. Et Bah, c'est au dernier round qu'il a de la potion, je crois. Ce qui est intéressant, c'est que là, ils se battent tous. Oui, et du coup, on bien voit sûr, même mais c'est la première fois que je te Bonne Mine, rejoins. etc. Oui, c'est la et c'est première fois vraiment qu'on les voit chouette tous parce se que battre. Enfin, en tout cas, d'un moi, seul j'ai pas coup, souvenir. ils sont unis, quoi. Ils ont envie de se battre et c'est vraiment chouette. A plus, Begalix, lui, essaie de se fuir. Il est dans un... Là aussi, grosse ref au parc d'attractions. Il est déguisé... En fait, il est dans un costume comme les intermittents quand vous allez à Astérix, qui sont déguisés en Astérix, quoi. Donc, il essaie C'est dans un costume de mascotte. Exactement. Ils essayent de... Dans un costume d'intermittent. Non, mais oui, mais tu m'as compris. Malheureusement, il y a des intermittents en dessous de Mickey, je suis obligé de vous le dire. Je vais briser vos rêves, mais à Astérix, il y a un monsieur dans Mickey. Mais personne dit ça comme ça. Il y a une madame dans Minnie aussi. Ça peut être un monsieur aussi, attention. Putain, j'avais pas pensé. Ah oui. Non, mais on peut pas le dire. Il y a une madame il y a un monsieur dans Minnie. Cette phrase ne peut pas. Non, on peut dire il y a un monsieur dans Madame. Voilà. Allez, merci à tous. Non, mais je voulais dire dans Madame Mickey. Enfin, c'est ça. Autant pour moi. C'était même pas une vanne là pour le coup. C'est 1h28, c'est très long. Allez, on y va. Finalement, Metadata, elle arrive avec Panoramix à accéder au village et il prépare de la potion magique. Sauf que ils sont surpris par les. Ils vont être surpris rapidement par les Romains. Au passage, on a aperçu la psy qui est devenue un poulet. Voilà, je fais une parenthèse, mais on la voit se prendre pour un poulet, c'est drôle. Un personnage exceptionnel. Et du coup, Panoramix, il se fait prendre en otage en fait avec les Romains. Et entre-temps, Obélix, il a mis tout le monde dans une des catapultes pour les ramener au village en les poussant jusqu'à la base. Oui, elle est sur les roulettes du coup. Exactement. Mais le problème, c'est que quand ils arrivent, Panoramix étant pris en otage avec la potion, en fait, ils se font avoir. Et là, excuse-moi, on a le truc c'est les Romains qui vont avoir la potion magique. Ah oui. Et ça, pour le coup, c'est plutôt bien fait parce que, pareil, ils font goûter d'abord toujours à Potus. Et là, lui, il devient fort et il va se battre. Et là, on se dit, là, ça va être la merde parce que là, il y en a qu'un qui a de la potion, c'est Obélix. Et c'est lui d'abord qui va se battre. Mais très vite, il va être en surnombre. Et moi, je trouve qu'elle est vraiment bien faite, cette séquence, parce que le combat entre Potus et Obélix, il est vachement bien. Oui, bien sûr. C'est très, très cool. C'est très, très cool. En plus, c'est vrai que là, il y a vraiment le côté très gimmick de ce genre de situation où tu te dis ça y est, ils vont enfin réussir à aller au village, et en fait les Romains sont déjà arrivés parce qu'ils ont pris le même chemin que Panoramix et Metadata, qui était le chemin de la rivière, qui était le plus rapide, et du coup c'était cool parce que même moi quand je les ai vus, je me suis dit comment ils ont fait pour arriver, et Astérix 2 secondes après il fait comment ont-ils pu arriver avant nous? Et du coup voilà, ça répond à la question. Et alors t'as aussi, je te laisse continuer parce que je veux voir si tu vas le dire, vas-y. Non, du coup, moi, ce que j'aime, c'est de voir Obélix qui a l'air là aussi fatigué. On sent qu'il a du mal, en fait, il est submergé. C'est la première fois qu'il se bat contre quelqu'un qui est aussi fort que lui. Et puis surtout, ils sont de plus en plus, parce qu'au début, il arrive à le contrer, lui. Oui, mais deux fois. Ils boivent tous. Exactement, donc ils y vont tous les uns après les autres, et arrive un moment où ils se mettent en place pour la charge finale, quoi. Voilà. Et au milieu, on a Panoramix et Metadata qui bougent pas, et au moment de la charge finale, ils s'envolent tous. Et oui, et alors juste avant aussi, au moment de la charge finale et juste avant ça, il y a donc tous les Gaulois d'un côté, tous les Romains de l'autre, face à face, et t'as, je suis obligé de le noter parce que quel jeu de mots magnifique et quel truc magnifique, tu as Abrar à Coursix qui prend son bouclier à la main, comme Captain America, et qui dit « Gaulois, rassemblement !» Et il commence à y aller comme ça. Et j'ai fait waouh, mais c'est génial. Ah non, mais c'est tellement logique, mais c'est tellement bien de le faire. Enfin, j'ai trouvé ça trop cool. Alors, il faut imaginer que là, ils se mettent à s'envoler et tous à changer de couleur à devenir fluorescents, en fait, en quelque sorte. Et donc, du coup, ils font on dirait des petites étoiles dans le ciel, quoi. C'est ça. Et du coup, ils sont trop jolis. Et là, on a un truc très drôle, c'est que on a toujours César qui est avec sa mère dans l'arène. On l'a dit, l'arène, elle donne sur le village. Et là, d'un seul coup, la mère, elle voit arriver ça. Et elle dit dis donc, c'est beau. Là, finalement, c'est un beau cadeau d'anniversaire. Et César lui dit ça, Pompée, il l'a pas vu. Voilà, c'est Pompée. Je savais plus quel personnage. La mère de Pompée, elle l'a pas eu comme cadeau. C'est ça, absolument. Parce qu'elle arrête pas de le saouler en disant la mère de Pompée, elle a eu un meilleur cadeau d'anniversaire. et du coup, là, pour le coup, elle devient. Et elle le remercie. Et c'est la première fois. Et César, du coup, il est touché. Bah oui. Et donc, comme il est touché et que de toute façon son armée a perdu, il décide de gracier tout le monde et de dire je vais pas vous tuer parce que de toute façon, il lui dit mais vous êtes obligé de nous gracier, vous avez plus d'armée. Donc il accepte de les gracier et donc du coup c'est comme ça qu'ils s'en sortent et c'est très drôle parce que d'ailleurs pendant qu'il les gracie, c'est un peu classe, tu vois, c'est un peu solennel et dans le fond tu vois les mecs dans le ciel qui forment des poissons, des animaux et tout, ça n'a aucun sens, mais c'est encore une fois c'est le sens du détail. C'est ça, et puis on a la petite conclusion aussi suite à cette grâce, A plus Begalix qui s'était donc caché pendant la bataille, qui tente de se réconcilier avec Abrar à Coursix en mode là disons
Sans rancune, on n'est pas passé loin là quand même. Hein. Et après Raccourci qui lui fout une grosse mandale et l'envoie dans les serres. Et qui met donc un terme au combat des chefs. C'est vraiment le personnage le plus nul, quoi. Genre, le gars, c'est l'arriviste. En plus, quand je disais qu'il était dégueulasse quand il était petit, c'est parce qu'en fait, il avait la même tête qu'il a adulte, à la barbe en moins. C'est-à-dire qu'il avait une tête d'adulte sur un corps d'enfant, quoi. Et un visage disproportionné. Oui, c'est ça, complètement. Et évidemment, on se retrouve, comme toute bande dessinée d'Astérix, avec le repas. Le banquet final. Le banquet final, qui est commenté par les commentateurs. Qui sont invités au banquet. Ils sont à table et c'est trop drôle parce qu'ils sont en train de commenter le truc. Et au début, tu sais pas qu'ils sont à table parce que tu as un espèce de plan très serré sur eux. Puis d'un coup, tu te rends compte qu'ils sont assis. On a Panoramix qui se plonge vers Metadata et qui lui dit: je vais vous révéler un secret qui se transmet de bouche de druide à oreille de druide. Et elle a dit: putain, il va amener la potion magique. Il dit: voilà le secret pour réussir un pot-au-feu. Il faut le manger réchauffé le lendemain. Et elle le regarde, ok, super. Et puis finalement, y a à nouveau le truc des offrandes. Et là, cette fois-ci, Obélix va réussir à surmonter sa timidité et à faire un beau discours d'ailleurs. Et il dira que finalement, ce menhir, il est pour tout le village parce qu'il représente tout le village et c'est plutôt chouette. Et à la fin, quand il réussit, il est trop fier et il a un morceau de sanglier à la main et il fait drop the sanglier au lieu de drop the mic. Et ça, pareil, c'est très con, mais ça marche bien. C'est très très drôle. Et la scène finale, et ça, pareil, c'est du génie. On a donc Bonne Mine et Abraham Corsix qui se retrouvent tous les deux. Donc on rappelle, ils n'ont pas pu aller à l'UTES, machin. Et ils font un petit dîner romantique, quoi. Et donc il dit bon alors, on en était où non mais si, on pourrait regarder un épisode. Et là on entend toudoum. Et le début d'un épisode. Et en fait, il y a un personnage dans le truc qui s'appelle Netflix. C'est ça, et qui leur dit alors là, vous étiez arrêtés. Non mais ça, c'est trop drôle. Et c'est là où tu vois, et ça fait plaisir quand même. Moi le premier, on tente souvent un peu les plateformes et tout pour faire des trucs pas toujours quali et de faire des trucs pour du fric, etc. Là ça fait quand même plaisir parce que tu sens quand même que la plateforme, ils sont investis dans le projet. Même si c'est pour le fric, en tout cas ils lui ont laissé une liberté créative qui est assez rare pour être notée. Bah c'est ça, puis je le redis, 50 prod, tout est fait en France, on lui a laissé la main, ils se sont investis Netflix dans le projet. Là on voit bien, ils ont quand même de l'humour de s'intégrer là-dedans. Franchement, je trouve que c'est un chouette projet. Il y a quand même, je le dis là, mais je vais pas la spoiler. Mais à la fin de l'épisode 5, post-générique, il y a une scène post-générique, je sais pas si tu l'as vu. Ah bah si, qui est presque un mini-épisode post-générique. Voilà, et alors, donc, on va rien vous en dire. On vous dit pas ce que c'est, mais sachez que c'est là parce que, en fait, c'est un truc qui était intégré dans le script de base et qu'ils ont dû enlever. Et ils étaient tellement tristes de l'avoir enlevé qu'ils l'ont mis en scène post-crédit. Franchement, allez le voir. Ça aurait été dommage qu'ils le mettent pas parce qu'elle est vraiment drôle. C'est vraiment drôle et en plus c'est dans un style un peu différent. Voilà, un peu particulier, on va le dire. Donc voilà, c'est un. Franchement, si vous l'avez pas vu, même si vous avez entendu tout ce qu'on a dit pendant 1h30 là, allez le voir parce que c'est vraiment un petit bonbon à regarder. Oui, et on passe un bon moment. Oui, voilà, c'est ça. Et puis bon, c'est l'humour Chabat mélangé à l'humour Astérix, mélangé à la modernisation avec un style d'animation. C'est un peu les nouveaux styles d'animation qu'on a aujourd'hui et c'est vraiment des trucs qui font respirer, qui changent un peu la donne et ça marche très très bien. C'est très bien adapté dans Astérix parce qu'effectivement, on l'a dit, et redit, c'est très fidèle aux dessins originaux. Et ça fait plaisir, il y a plein de références. Bon, je pense qu'on vous en a donné une bonne partie, mais vous en trouverez d'autres parce que vraiment, c'est un fourre-tout de références. Je pense qu'on vous a pas donné le quart des blagues. Hein. Oui, vraiment, il y en a des kilomètres. Donc, franchement, ça vaut le coup. Allez-y, allez le voir. C'est un bon truc à regarder l'été. Vous pouvez regarder ça avec les enfants parce que franchement, c'est super familial. Même des gamins se marrent parce que visuellement, il y a beaucoup de gags visuels aussi qui fonctionnent. Le design des personnages. On n'a pas parlé du fait que Obélix il veut faire une sangliérie ou je sais pas quoi là. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de trucs. Donc, franchement, allez le voir. Très cool, très très cool. Je pense il y a un consensus énorme. J'ai entendu personne critiquer cette série, donc on va pas le faire non plus. En fait, on se retrouve un peu dans la situation de 2002 où personne ne critiquait Mission Cléopâtre. Enfin. Bah non, parce que en fait c'est juste bien. C'est juste bien. Et ça fait du bien. Absolument. Bon, on en a terminé sur la partie Astérix. On va pas finir l'épisode tout de suite, on va vous garder encore quelques minutes, mais on va être rapide, c'est promis, parce qu'il est quand même très tard et qu'on a aussi envie d'aller se coucher. Je vois pas de quoi tu parles, hein. J'ai pas du tout de voiture à récupérer demain matin, en plus, c'est génial, merci Renaud. Non mais voilà, juste vous dire quelques mots, c'était le dernier épisode de la saison 1 de TTPQ. Au final, on aura en tout, en incluant les épisodes pilotes et les épisodes hors série, 19 épisodes depuis le mois de janvier.
On a été sérieux quand même. Franchement, on a été sérieux. On a eu une petite période où on n'a pas pu en publier, mais on vous en a fait un maximum. Sachez quand même que nous, on s'est éclaté à le faire. Ah bah de fou. C'est trop bien, ça fait plaisir. On adore ce truc. On est très fiers de ce podcast, on peut le dire, je pense. Ah bah plutôt, oui. Donc, la première chose à vous dire, c'est évidemment qu'on va revenir pour une saison 2. On vous dit pas exactement quand, mais en gros à la fin de l'été il y aura une saison 2. Là on va partir en vacances, j'imagine que vous aussi, donc voilà, on va se laisser tranquille pour le mois de juillet. On reviendra peut-être à la fin du mois d'août, début septembre, on sait pas encore quand, mais oui, faut qu'on trouve sur nos plannings respectifs voilà, dans ces eaux là on va revenir. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que encore une fois on a adoré faire ça. On a au fur et à mesure du temps eu de plus en plus de retours. Moi je commence à avoir des gens qui m'en parlent et ça fait plaisir, donc voilà, on est très content de ça. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner sur les plateformes. Vraiment, c'est pas grand-chose, mais nous, ça nous montre aussi que ça vous plaît et ça nous donne un peu de visibilité, donc c'est chouette. On voulait aussi vous dire que, voilà, on espère que ça vous a plu, mais les retours qu'on a sont plutôt positifs, donc on est plutôt content. L'appartement de Bastien est en train de... Mon appartement est tenté, il y a un linge qui vient de sauter. on est attaqué par des fantômes. Non mais voilà, vraiment c'était super chouette ces 6 premiers mois ensemble. L'année prochaine on va faire normalement une année entière, donc il y aura encore plus d'épisodes. On va essayer de garder le rythme d'un épisode par semaine. C'est ce qu'on s'est fixé comme objectif. On va essayer de voir si on arrive à le tenir, parce qu'encore une fois il y a toujours les problèmes de planning et compagnie. Mais franchement, en tout cas, on va essayer de continuer sur cette lancée, de prendre autant de plaisir à le faire. Et puis voilà, que vous soyez cinéphile, que vous soyez pas cinéphile. Je sais que, comme disait Guillaume, il y a des gens qui ça les dérange pas d'être spoilés, ils s'en foutent un peu, machin. Continuez de nous écouter, ça nous fait plaisir. Continuez de nous faire des retours, comme disait Guillaume. Moi, si je peux dire pour mon cas personnel, c'est un plaisir immense que de retravailler avec Guillaume. Et surtout sur ce projet-là qu'on avait en tête depuis des années. On l'avait un petit peu sous-entendu dans Batman et Robin, mais c'était quand même quelque chose qui nous tenait à cœur, de Batman Forever, pardon, qui nous tenait à cœur déjà depuis nos plus jeunes années, peut-être pas non plus. Ça fait bien 10 ans qu'on en parle. Mais ça fait bien au moins 10 ans qu'on en parle, effectivement. Et donc, donc Guillaume, c'est un plaisir de faire ça avec toi. Mais c'est partagé, mon cher Bastien, évidemment. Et voilà, et on espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je me sens de plus en plus à l'aise. Guillaume aussi, je pense, même s'il est toujours plus à l'aise que moi sur la parole à ce niveau-là, c'est un fait. Mais voilà, on va revenir. Et puis voilà, pour un petit bilan, c'était vraiment génial à faire. Et voilà, je suis un peu ému. Alors, et avant de finir, moi, 2-3 petites choses que je veux vous dire. Donc, on va revenir l'année prochaine. Il y aura quelques nouveautés. Vous allez voir, on a prévu des choses, on va apporter des choses. On a des idées. Alors, ça restera globalement la même logique. On va parler à chaque fois de films, aussi de séries. On refera des séries. On vous dira pas lesquelles tout de suite, mais vous pourrez le voir. Allez voir sur le compte Instagram, parce que par exemple, peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura des changements sur le compte Instagram. On verra ça à la rentrée, mais voilà, venez nous suivre. On mettra des trucs régulièrement là-dessus. On a plusieurs nouveautés. Il y en a une que vous allez entendre dans pas longtemps, parce qu'on est gentil, on va vous en donner une aujourd'hui pour le dernier épisode. Une petite preview. Voilà, on a un petit cadeau. On a rajouté quelque chose. Et voilà, moi je voudrais juste dire merci à Bastien, parce que je partage aussi le fait que je suis très content de faire ça avec lui. Ça fait des années qu'on en parle, donc on s'éclate et ça fait vraiment plaisir d'avoir un projet comme celui-ci à faire tous les deux. Et moi je voudrais juste dire un petit mot quand même pour Jacques, parce que ça a été notre leitmotiv de la saison. Donc voilà, sans doute que Jacques aussi reviendra dans la saison 2. mais vraiment, je vous promets qu'un jour je vais le faire venir à ce micro. Il va falloir que j'arrive à le convaincre, mais un jour on va le faire. Et moi je voudrais surtout qu'on fasse un gros bisou à Victoria. On vous a jamais parlé de Victoria, mais Victoria, elle nous aide beaucoup. C'est elle qui fait toute la com sur le Instagram. C'est elle qui a eu l'idée de faire des réels. Donc merci à elle d'être jeune, tout simplement. Ça nous aide beaucoup. J'aurais pas dit mieux, merci. Mais voilà, je te fais un gros bisou. On te fait un gros bisou. Absolument. Et on te remercie pour tout. Tu gères, c'est trop bien. Donc voilà, allez lui envoyer de la force aussi sur l'Instagram, ça lui fera plaisir. Et puis voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous la saison prochaine. On a pour de nouvelles aventures. Moi j'ai hâte, franchement. Ouais, on va pas vous mentir, on a hâte. Et puis surtout là, on va faire vraiment une vraie saison. On va pas commencer en janvier. Exactement. Si on s'organise bien, ça peut donner quelque chose de bien. Ça va demander un peu de travail, parce que j'espère que vous aurez noté quand même qu'on monte un peu en qualité au fur et à mesure des épisodes, parce qu'on change un peu. En tout cas, moi j'ai un peu changé ma façon de bosser
les films. Bon, c'est toujours un petit peu en dents de scie, hein, hashtag prédiction, mais j'en reviendrai jamais assez. Mais en tout cas, on va continuer sur cette lancée et on a plein d'idées, plein d'envies et je pense que c'est tout ce qu'il nous faut. Exactement. Alors merci à tous, on vous souhaite un très bel été, passez de bonnes vacances. Absolument. Et puis on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la Amusez-vous saison 2 de TTPQ. On vous embrasse. Amusez-vous bien, écoutez-nous pendant les vacances si vous avez du retard et on se dit à la rentrée prochaine. Ciao. Et voilà un petit cadeau de départ. Bonnes vacances. Salut. Ne passerez pas. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi. À la boulette. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. D'accord, faisons comme ça.